Bonjour et bienvenue dans le nouveau podcast, donc Dragon Ball Cast. Et avec moi, nous avons donc la fine équipe. Bon, il nous manque malheureusement une petite personne. Donc déjà, à ma gauche, le seul et l'unique fan sur Terre de Sangohan. J'ai nommé Shunen Gohan. Moi-même, bonsoir, bonsoir. Et Et oui. gloire à Gohan, bien sûr. Et effectivement, il faut bien qu'il y ait au moins un fan sur Terre de Sangohan. Et enfin, Bah oui, le voici pauvre. l'inarrêtable, la locomotive de Dragon Ball, Mizumi. Salut à tous. Et bien voilà, donc là nous ne serons que trois aujourd'hui, car malheureusement Gokujo n'était pas disponible pour cette émission. Bon bah écoutez, on va essayer de faire ça sans lui. J'espère que vous avez passé de bonnes fêtes les gars. C'était, comment dire, très festif. Très Ah festif. bah voilà. Ah bah ça en Belgique j'imagine bien. Ah ça, t'as pas idée, quoi. Ah bah complètement. Oh que non, je n'ai pas idée. Donc là c'est un podcast un petit peu spécial puisqu'on va revenir donc sur Dragon Ball, la licence en 2017. Qu'est-ce qui s'est passé, les hauts, les bas. Est-ce que c'était une bonne année ou finalement, ouais bof, il s'est rien passé de bien passionnant. Voilà, bah écoutez, on va voir ça avec vous. Bah, déjà on va passer au point actu. Et donc voici le point news. Donc alors sur Dragon Ball donc pour 2017. Alors bah écoute Shonen Gohan, est-ce que tu peux nous parler un petit peu du guide book de Dragon Ball Landmark? Mais tout à fait, cher Thierry. Non, c'est pas Thierry. Non moi c'est Euh, Shonalk. non, mais voilà, c'est un livre qu'on attendait, enfin en tout cas, que les fans, je veux dire, attendaient depuis longtemps, parce que si je me trompe pas, au Japon, il est sorti il y a 10 ans, je crois, un truc du genre. 10 ans ouais facile. Euh, donc c'est vraiment un espèce de guidebook. En fait, d'ailleurs, Glénat le présente comme le guidebook de la Perfect Edition. Mhm. Donc je pense que pour les fans un peu hardcore que nous sommes, ça va pas nous, nous aider beaucoup parce que toutes les infos qui y sont, on les connaît déjà, mais je trouve que c'est plutôt sympa d'avoir, pour les gens qui n'ont pas forcément eu la volonté ou ça les intéresse pas plus d'aller voir derrière, d'avoir un livre qui rassemble un peu toutes les informations qu'on peut avoir sur Dragon Ball. Et donc, si je me trompe pas, ça va du début jusqu'à la saga de Freezer. Exactement. D'ailleurs, si tu peux couper 2 secondes, je vais aller le prendre, comme ça c'est plus facile. Ok, et donc ce Landmark, moi aussi j'ai sous les mains. Alors que se passe-t-il? Qu'est-ce qu'on apprend? Ben, comme je disais, hein, pour les fans que nous sommes, peut-être pas grand-chose, mais pour les gens qui n'ont pas forcément été regardés sur Internet ou tout ça, c'est bien parce que, donc comme je disais, ça part de l'enfance de Goku, donc du début de Dragon Mhm. Ball, Ouais. jusqu'à l'arc Namek, donc Freezer et tout le tintouin. Et donc, ce que j'aime bien, c'est que, bon, déjà, c'est très bien présenté, je veux dire, t'as de magnifiques artworks, dès la première page, t'as un Shenron magnifique, je veux dire, de Toriyama, si je me trompe pas d'ailleurs. Donc, Excusez-moi. t'es déjà bien accueilli, je veux dire. Puis on commence avec de nombreuses illustrations de Toriyama, encore une fois, avec à chaque fois donc classé par l'arc de sortie des, des Shonen Jump, donc là où était prépublié Dragon Ball. Donc déjà en plus ça fait un petit artbook en plus Mhm. bien sympathique. Et donc voilà, donc ça continue comme ça, je dirais, il y a forcément l'arc des Dragon Ball, le Red Ribbon, le Tenkaichi Budokai, tout ça très bien illustré, donc c'est franchement très intéressant. En plus, c'est traduit par Fedou à la Maudière qui a Ah, traduit la la Perfect Edition. fameuse qu'on salue. Voilà, tout à fait, et qui fait un excellent travail. Vraiment, j'ai absolument rien à dire. Je veux dire, d'ailleurs, je suis contente qu'elle ait. D'ailleurs, on pourrait faire un point de news là-dessus aussi, c'est que la suite va sortir en avril. Exactement, ça a Donc, été c'est annoncé, oui. Dragon Ball Forever. Qui sera, Donc, il selon partira de moi, un Freezer petit jusqu'à la fin, je peu... suppose. Ouais, qui sera un petit peu plus intéressant, selon moi, je pense. Ah, je sais pas, moi, j'ai jamais acheté la version japonaise, donc ni espagnole parce que je parle aucune des deux Ah, langues. ah oui, c'est vrai, il est sorti en Espagne. Ouais, ouais. Il y a longtemps d'ailleurs. Les Espagnols sont Alors, bien plus. alors moi, pour ma part, j'ai bien aimé Landmark, mais j'ai pas été
ouais, on apprend finalement pas grand-chose comme information. Il y a des petits classements, Ouais. des petits regroupements. Quel est le personnage le plus héroïque? Alors, Xiaozu, première place, des trucs comme ça. Bon, ça fait plaisir, effectivement. Mais il n'y a pas des données il n'y a pas des trucs bien précis, j'ai trouvé, en fait. C'est assez vague, c'est assez... Bah, en fait, toutes les informations, comme tu l'as dit tout à l'heure, bah, on les connaît tous, en fait. Ouais, mais c'est pour les gens vraiment. Je pense que ça date. Oh, oula, je vais pas y arriver. Je pense que c'est vraiment ça. C'est pour les gens qui n'ont pas été voir. C'est qui ont juste acheté le manga, qui n'ont pas été voir plus loin que le manga. Donc, Oui, c'est vrai, ça fait une sorte de pour guide. ces gens-là, je crois que c'est intéressant parce qu'il y a vraiment beaucoup allez, beaucoup d'informations. Bah, Ici, ça je vois même compile la carte, d'informations. l'univers de Dragon Ball, donc tout avec la terre, le ciel, je veux dire, l'enfer, Ouais, bien sûr. Namek et tout ça, je veux dire. L'intérêt de ce bouquin, je te coupe, mais parce que Oui. ça fait sens avec ce que tu dis. L'intérêt de ce bouquin, enfin de ce duo de bouquins, Landmark et Forever, c'est que ils réunissent des informations qu'on comprend au gré de la lecture, mais on ne les retient pas forcément toutes. Donc c'est vrai que quand tu parles la langue, bon moi j'ai les deux en japonais, donc j'attendais le deuxième pour acheter les deux en français aussi. Quand tu n'as pas forcément tout retenu, que tu as la recherche d'une information, paf, tu prends ton landmark ou C'est ton vrai. forever selon le passage de l'histoire que tu recherches, et tu as ton info. Et après, moi, ce que je trouve surtout intéressant dans ces bouquins, au-delà des informations sur Dragon Ball pur et simple, qu'on peut donc retrouver dans d'autres guidebooks, hein, dans les Daisenshu, Bien sûr. dans plein d'autres trucs, ou dans le manga en lui-même, c'est surtout ce qu'on a en plus, c'est-à-dire le petit mot des auteurs de manga, des mangaka sur Dragon Ball, sur Oui, Toriyama, ça c'est... Oui. leurs illustrations hommages, c'est le plus. Pour moi, l'intérêt, il est là. Ça, Il c'est- est de voir un peu ce qu'est Dragon Ball dans la communauté japonaise, et notamment dans la communauté des auteurs, quoi. C'est la partie Et- effectivement inédite parce que comme tu le dis justement il y a des auteurs, de très grands auteurs, l'auteur de Naruto, l'auteur de One Piece, l'auteur de Eishil 21 qui fait maintenant One Piece, effectivement ils reviennent sur leur découverte sur Crunchman, Dragon Ball, Crunchman. comment ils ont découvert et puis finalement ça les a vachement inspirés quoi. Ouais, non, ça, c'est vrai que, bon, ça, c'est un truc que je pensais en parler à la fin, mais c'est vrai que ça, c'est pour les gens, donc, enfin, j'ai envie de dire comme nous, je veux dire, pour les gens qui s'y connaissent, qui connaissent tout, c'est vrai qu'ils peuvent directement aller à la fin. Alors, ils voient déjà, en plus, Dragon Ball dessiné par, ici, le premier, c'est Eiichiro Oda, donc, celui qui a fait One Piece. Il Exact. dessine à Goku à sa manière. Bon, moi, personnellement, je suis pas très fan du style, mais c'est intéressant de voir Goku dessiner par nombre de mangaka différents. Je veux dire, ici, il y a Kishimoto, donc de Naruto. Très sympa d'ailleurs, je trouve. Moi par contre ce qui Euh, m'a intéressé dans tout ça c'est ce qu'il y a après, c'est justement sur Akira Toriyama qui révèle que ah si j'avais su que je deviendrais si populaire bah oui j'aurais pris un pseudonyme, j'aurais pris quelque chose donc il y a quelques oui. petits passages sur l'auteur qui sont vraiment savoureux quoi en fait. Ah oui, Je ne les pas en français, hein, je les ai qu'en japonais. Comme je disais tout à l'heure, j'attends que le deuxième Ouais. sorte pour pouvoir prendre les deux. Je savais pas si les deux allaient se faire. Bon, par déduction, oui, je m'en doutais, mais je voulais avoir la certitude. Il y a une photo Zedba nous avait- c'est vrai qu'on nous a un petit c'est peu vrai qu'on teasé. on n'est jamais sûr de ça avec, avec la France. Hein. et puis il y a Dessus, une, regarde, et puis il y a une dessus, il y a le photo premier qui est Ah, un pardon. artbook pur, avec que du texte, avec que des images, je veux dire. Et puis après, tu as le Daisenshu 7, le Daijiten, le dictionnaire. le dictionnaire en Mais français oui. les 5 autres, le 2, 3, 4 et 5 et 6, que dalle, on les a jamais vus en France. Alors, Il y a des mêmes il y a pas une explication, mais il y a beaucoup de gens qui se sont posé la question, qui ont déjà posé la question à Glenat, pourquoi est-ce que vous ne traduisez pas les autres artbooks? Quelle a été la réponse de Glenat à ce moment-là? Il y a quoi? Il y a facile 10 ans. Ah bah, parce qu'on considère que les fans les ont déjà en japonais. C'était ça leur réponse à l'époque. Alors moi j'ai eu Ça, c'est une autre con, quand même. réponse, Moi, je trouve c'est ça bête. Moi, je soupçonne que les pages en couleur leur posent problème, le papier glacé leur pose problème, ou des J'ai- trucs comme ça. Ou ils en veulent le droit, quoi, c'est peut-être possible aussi. Oh, même... Glénat m'avait répondu que c'était une grosse prise de risque, que la certitude des ventes n'était pas là, que c'était des bouquins qui étaient anciens, que les gens les avaient effectivement peut-être en japonais, mais que surtout ce sont des impressions coûteuses sur du grand format, avec de la couleur, avec du texte, avec beaucoup de traductions à faire. Ouais. Donc, considérant la traduction, les impressions, et le format et la certitude de vente qui n'y est peut-être pas forcément, même s'il y a des centaines de fans qui vont dire ouais j'achète Day One, ouais mais bon d'accord, entre ceux qui vont acheter vraiment, ceux qui y achèteront Mais tu vois, peut-être et ceux qui n'achètent pas, voilà. Hein. mais Moi je sais tu même vois, pas si je les prendrai en français, je sais même pas.
Mais Parce tu que vois, finalement, le Mizumi, contenu, excuse-moi de te couper, Mizumi, mais tu vois, autant avant, effectivement, on se dit, ah, de toute façon, ça va être mal traduit, ça va être traduit avec les pieds et Ça, tout. c'est clair. Et, C'est ce que et là, j'allais on dire. s'aurait dit, voilà, en plus, on a des informations qui sont fausses, mal traduites dans le dictionnaire, donc voilà, il y en a qui sont amusés à piocher les erreurs de Glénat pour le dictionnaire. Autant aujourd'hui, avec Fedwa, justement, qui est vraiment très talentueuse, on se dit, ah oui, là, vraiment, ça vaudrait le coup. Et puis, je pense qu'avec Dragon Ball Super, avec tous les produits qui reviennent sur la licence, oui, je pense que ils sont sûrs ça serait rentabilisé. Maintenant, la véritable question, c'est est-ce que Glénat, on a les moyens? Est-ce que la Shueisha voudrait les voir sortir en France? Il me semble qu'ils existent en Espagne, en plus, les Daishensu en traduit en plus. Si c'est pas les Daishensu, c'est l'artbook des 30 anniversaires au choix. Enfin, il y a quelque chose qui a été traduit en Espagne, ça je le sais. Mais tout est traduit en espagnol, ils ont même des full color. Juste pour revenir sur Dragon Ball Super machin, je pense pas justement que ça permette des ventes des Daisenshu. Alors oui, ça a ressuscité un petit peu, j'utilise ressusciter, elle était pas morte la licence, mais ça l'a fait revenir sur le devant de la scène, c'est mieux dit comme ça. Oui. Et les gens, est-ce qu'ils vont vraiment acheter ça? Il y aura pas de Jiren dedans, il y aura pas Toppo, il y aura pas Dispo, il y aura pas le Migate no Goku, il y aura pas toutes les nouvelles transformations, il y aura pas le Trunks du futur qu'on connaît dans DBS. C'est ça que les gens veulent aujourd'hui. C'est vrai que les Shoujensu ne répondent pas à ce que tu dis là, justement. Pas Dragon Ball GT dedans, alors c'est une autre parenthèse, mais s'il n'y a pas DBGT, il faut pas espérer y voir DBS, c'est ça que je veux dire par là. Ce que tu veux dire par là, Mizumi, c'est que les Shoujensu, qui est une réédition des Daisenju qui a été faite en 2013, je crois, dans ces eaux-là, je sais plus exactement, 2013 il me semble, voilà, qui était une sorte de, c'était les Daisenju, les anciens, mais ils ont été réédités avec des nouvelles informations connues comme Tarble qui a été rajouté ou d'autres informations par rapport aux derniers produits dérivés, notamment Beerus, Whis, ils y apparaissaient désormais dans ces artbooks. Mais là, effectivement, avec Dragon Ball Super, on se dit, bon, bah, peut-être qu'ils vont commercialiser tout simplement un artbook spécial Dragon Ball Super pour la suite. Ça serait dans leur intérêt. Non, merci, un artbook plein de Kitano, ça, j'en veux pas, quoi. Mais je sais pas si maintenant les artbooks se vendent si bien que ça. En tout cas, pour Dragon Ball aussi, normalement, ça doit encore avoir son petit effet. Pour revenir sur Dragon Ball Landmark et ça, ce que vous discutez, ça me fait penser à une réflexion de quelqu'un sur Twitter, très juste en fait. Le seul peut-être truc qui pourrait être, je sais pas, décevant, enfin en tout cas, personne qui m'en avait parlé, va être ça décevant, c'est que ce Landmark, vu le temps qu'il a fallu pour le traduire, enfin pour le sortir en France, n'est du coup plus très à jour, parce que tout ce qui est Dragon Ball Super n'apparaît pas dans cet artbook forcément, enfin dans ce guidebook. Alors là, pour contrer un petit peu ce que là, il parle des Dragon Ball ici, bah, du coup il parle des Dragon Ball de Namek et de la Terre, mais bien sûr. On n'a aucune mention des Super Dragon Ball et de Super Shenron, et ainsi aussi de la planète de Beerus, parce que si je vois la carte, t'as le monde de Kaio, les mondes des Kaioshin, tout ça machin, mais du coup t'as pas la planète de Beerus non plus, parce que Beerus à l'époque n'existe pas, je veux dire. Et c'est vrai que si il y a un nouveau fan, si je puis dire, quelqu'un qui a été pris dans la licence Dragon Ball par Dragon Ball Super, et qui voit ça arriver, il va se dire, oui, mais alors, où est, comme tu dis, où est Beerus, où est Whis, où est le Mikato de Gokui, où est El Hermano de Jiren? Ah non, ça c'est pas là. Mais excuse-moi, mais voilà. vis-à-vis de Dragon Ball Super et tout, tu penses pas que maintenant les fans ils sont de plus en plus attachés aux 42 premiers tomes, enfin aux 42 tomes tout court de Dragon Ball, maintenant ils se disent, ah, Dragon Ball Super c'est pas ma cam, j'ai envie de me replonger dans le manga d'origine. Si ça se trouve, ça peut avoir l'effet contraire. Oui, mais je pense qu'il y en a certains, et bon, j'en fais partie, mais je pense qu'il y a des plus jeunes, je veux dire, des gens qui ont connu Dragon Ball par Dragon Ball Super, se disent, quand ils voient le Dragon Ball Landmark, ils vont se dire, oui, bah c'est cool, mais je veux dire, il manque des trucs. Quoi, en magasin ou en librairie, ils vont se dire, ok, il n'y a pas de Jiren, salut. Je pense que c'est peut-être un peu réducteur, mais genre en sens. C'est assez vague. C'est normal, tu es pris dans une licence par la dernière version, donc genre là c'est Dragon Ball Super, et on te vend un guidebook soi-disant complet, et t'as pas Dragon Ball Super, du coup t'es un peu déçu, je veux dire, c'est comme si moi je suis hyper fan de Hunter x Hunter 2011, et c'est pour ça que j'ai jamais acheté les databooks de Togashi, parce que en fait, c'est pas complet dans un sens, oui, il nous manque en fait Hunter x Hunter 2011, dans un sens où, je veux dire, t'as pas oui, t'as pas les informations mises à jour, t'as pas l'arc des fourmis, t'as pas... par exemple, je veux dire, les informations sur l'anime lui-même, je veux dire, ou alors même sur, par exemple,
sur les arcs non adaptés de 99. D'accord. Bon, Bah, ils je vois ce sont que tu veux pas trop dire. gâchis, mais Je vois ce que tu veux dire, mais moi je pense que maintenant avec les fans de Dragon Ball, je pense que maintenant ils sacralisent tellement Dragon Ball, les 42 premiers tomes, que je pense que le guide Landmark, bon bah voilà, et les commentaires de la Shueisha, de la Bird Studio, sur les tournois. En plus, t'as des statistiques qui sont amusantes dans le tournoi là. ah non, mais moi je suis fan de ce truc et je l'ai acheté dès qu'il est sorti. Ouais, Mais pareil. je parlais juste d'un commentaire que j'ai reçu de quelqu'un qui a genre la moitié de mon âge, bon peut-être un peu plus quand même. Et donc c'est un autre avis et je veux dire, dans un sens, c'est pas tout à fait faux. C'est vrai qu'il faut pas s'attendre que ce soit ultra complet, que ça prenne Dragon Ball Super, que ça prenne. Son avis est légitime, tout à fait. Je tu as raison. pars vite, mais Dragon Ball Heroes ou n'importe quoi, je veux dire, ça parle uniquement du manga et uniquement du manga. Je veux dire, ça parle pas de l'animé, ça parle pas de Dragon Ball Super et ça parle pas du manga de Dragon Ball Super non plus. Donc, je veux dire. D'accord. Bon, bah écoutez, Voilà, c'était juste quand vous en parliez, ça m'a fait penser à une réflexion que je trouvais juste. De quelqu'un de plus jeune, parce que forcément, nous, on est tous vieux. Exactement. Donc, Bon, voilà, bah écoute, c'était je intéressant. pense qu'on a fait le tour sur donc le Landmark. Bah écoutez, Mais je on pense va- que pour résumer, je veux dire, si les gens sont fans du manga et qui n'ont pas été creusés plus que ça les informations, et voilà, il faut l'acheter. Je le conseille de l'acheter parce que c'est vraiment pour le manga de la Perfect Edition, c'est ultra complet. Mhm. Il y a des cartes très intéressantes, même des numéros de page, comme ça tu peux aller. La carte a été Voilà. déjà dans le Digiten, il me semblait aussi, tiens. Ah, c'est possible, mais ici il y a la carte du monde, je veux dire, de la Terre, je veux dire. De l'univers. Elle est dans le Daijiten, dans le dictionnaire de Dragon Ah oui, Ball. fait, Oui, je la retrouve plus de toute façon, d'ailleurs. Mais... les informations qu'il s'agisse du C'est une Daijiten, qu'il compilation. s'agisse des guidebooks et tout ça, elles se retrouvent d'un format à l'autre. Hein. Tu retrouves ça dans le Oui, Landmark. bah toujours. Et nous avons d'ailleurs une petite case sur le dauphin qui permet à Sangoku Ishishi de retrouver Kame Sennin. Ne l'oublions Le pas. fameux dauphin, quoi. Oui, Il C'est est héros, pas en quoi. japonais. nous ne l'oublierons jamais. Bon, bah écoutez, c'est bien pour Donc ce... voilà, ici j'ai la carte, tu vois, c'est bien, t'as les Est Area, Ouest Area, et t'as les numéros de page à qui ça se rapporte, donc tu peux vite Vous retrouver voulez- ce que tu cherches, donc vous c'est voulez vraiment une intéressant anecdote- pour Attends, faire un travail de recherche et de connaissances, quoi. Donc, Tu veux une anecdote de malade là sur cette fameuse carte de Dragon Ball? Je sais Oh pas oui. je sais pas si vous vous rappelez au début du manga quand Sangoku se mesure à Toninjiku. Comment il s'appelle Toto en japonais? Toninjika. Toninjika. Toninjika, je pense. Toninjika. Enfin, Et en le fait, carotteur. Sangoku l'envoie Ils sur la appellent ça en lune à la fin du manga. Et en fait, quand tu vois Sangoku dans l'espace, entre guillemets, avec son bâton, tu vois la Oui. Terre. Et la Terre, en fait, bah, c'est la nôtre. Tu peux voir justement que la Terre qui avait formé à ce moment-là Toriyama, c'était pas du tout le monde de Dragon Ball encore, c'était la Terre, celle que nous, la nôtre, quoi. Donc, Oui, mais Ah oui. ça m'étonne pas, je veux dire. Oui, Parce que bah, j'ai à l'impression que l'époque, Toriyama, c'était- il fait un peu. Enfin, c'est pas une critique, hein, mais et je fais pareil dans mes fanfics, mais il fait ça un peu au fur et à mesure, quoi. Je veux dire, oui, il a pas mal improvisé, mais bon. Construisait toutes les infos qu'il donne, je veux dire, il n'avait pas tout prévu au départ. Je veux dire, Bien c'est pas entendu, Togashi, quoi. Je veux dire. Sangoku ne s'est pas transformé en Super Saiyan quand Kuririn est décédé par Tambourine, voilà. Voilà, c'est. Exactement. Mais bon, voilà. Donc, Bon, bah, très bien. très bon ouvrage, je recommande. Et ben nous Et vous voilà. le recommandons si vous nous écoutez. Et donc sur le point news, on va peut-être revenir sur l'épisode de Dragon Ball Super, donc le fameux 122. Donc cet épisode j'ai lu énormément de commentaires comme quoi c'était le meilleur épisode de Dragon Ball Super, que ça ressemblait enfin à Dragon Ball Z, que c'était que c'était le revival de Dragon Ball. Donc qu'est-ce que vous en avez pensé là-dessus? Vous êtes d'accord avec ces critiques ou est-ce que vous êtes un peu plus mitigé à ce point-là? Ben, honnêtement, graphiquement, il n'y a rien à dire, c'était magnifique. Bon, Takashi fait le travail, c'est très détaillé, c'est très son style, je veux dire, c'est un peu différent de ce qu'on voit d'habitude. D'accord. Mais franchement, c'est super cool. Mhm. Mais après, bon, je veux dire, c'est pas non plus, c'était pas vraiment un épisode non plus super climax de la mort qui tue, donc on peut pas dire non plus que c'était l'ultime épisode de Dragon Ball Super, hein, je veux dire, mais voilà, je pense que c'était un bon épisode, ça je ne réfute pas, mais c'était pas non plus Tu penses qu'il y le a eu truc, mieux dans Dragon le Ball truc le Super plus par génial que exemple j'ai vu, quoi. Je veux dire. Est-ce qu'il y a eu mieux pour toi dans Dragon Ball Super? Bah, en fait, c'est vrai que dans Dragon Ball Super lui-même,
Ouais. À part peut-être le spécial 109 et 110, ou 110 et 100, non, 109 et 110. Exactement, c'était ça. Je dirais que niveau graphisme, en tout cas, je doute qu'il y ait eu meilleur, ça c'est vrai. Même Ou la alors quand fin avec les Zamas et Black Goku, t'as pas... Ou alors quand c'était Shida qui s'occupait justement dans l'arc. Mais je pense que graphiquement, on est dans l'un des tout meilleurs, ça c'est certain. Mais D'accord. niveau, se dire, dans le scénar et tout ça, bon, C'est un peu un remake de Cell versus Vegeta au final, presque. voilà, ça fait un peu redondant. Je veux dire, t'as Goku qui se bat contre Jiren, c'est cool. D'ailleurs, ce que j'ai beaucoup aimé par contre, c'est le début, où ça fait un peu espèce de western comme ça, où tu vois Ça ressemble beaucoup à l'ambiance Dragon Ball les Z, adversaires je suis d'accord avec toi, ouais. se regardent, mais dans un genre, je vais te casser la gueule, tu vas voir. Ah, ça... Et bon, et franchement, c'était super bien fait. Je veux dire, t'as les effets des cheveux qui volent dans le vent, t'as la petite musique derrière qui fait qui met la pression. Je veux dire, franchement les débuts c'est super top. Et tu vois, il y a Goku et Jiren qui se rapprochent l'un de l'autre pour faire une vraie confrontation. Ça, j'ai vraiment beaucoup aimé donc voilà. Mais que après, peut ça donc retombe dans le rechercher classique, je veux dire, Jiren? Jiren, il T'as Goku recherche qui quoi se alors? tape. Ah, pardon, Qui vas-y. tape Jiren, et puis t'as Vegeta qui veut s'incruster parce que bon. Ah oui, c'est le prince l'incrustation de des Vegeta c'est est le très prince mal. des super guerriers, donc il veut absolument faire tout comme Ouais. Goku. Bon, on l'a déjà vu au moins 757 fois, hein. Donc bon, Pas 750. ok, d'accord. Oui, précisément 757 fois. Pour les vrais fans, vous comprendrez quel est ce nombre. Hein. Moi, j'ai pas compris perso, mais ok. 757, c'est l'année de naissance de Gohan. L'année en fait, parce que dans Dragon Ball, c'est Ah d'accord. Espèce de faux fan, va. Ah, je suis faux terrible, fan. c'est l'âge auquel Gohan vient au monde, quoi. L'âge, c'est Oh là 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 là. C'est Il là où connaît le son prince Son Gohan 757. jusqu'au bout des doigts. C'est Bah, beau. évidemment. Oh là là. Moi, je connais pas la date de naissance de Tenchinan, tu vois. Oh, mais le mauvais fan, quoi. Faux fan. Ah, c'est honteux, quoi. Je suis choqué, vraiment. Ah, moi aussi, je suis très choqué par moi-même. Et du coup, toi, Mizumi, c'est pareil, t'as pas trop aimé, je crois. Enfin, sans plus. J'ai trouvé que la première partie de l'épisode, il y a beaucoup de plans dessinés par Koji Nashizawa. Je déteste son trait. C'est celui qui a dessiné le Goku avec la coupe du Super Saiyan 2. Ah oui, il y a des gens qui se sont posés des questions. Les cheveux sont très très courts, très raides, très pointus. Pour moi, c'est du mauvais Uchiyama façon DBS. J'ai pas du tout aimé cette première partie. En tout cas, il y a beaucoup de plans qui sont ratés, je trouve. C'est exact La contraire deuxième de Shonen partie, Gohan. Surtout au niveau dessin, après je viendrai sur le contexte, voilà, ce qui se passe, les événements, machin. Mais là, vraiment sur l'aspect esthétique, en tout cas la première partie, je ne l'ai vraiment pas aimé. Il y a quelques bons plans, hein, quand même. Je dis que tout n'est pas acheté. Je me souviens pas des bons, c'est malheureux. À tel point que les mauvais plans m'ont raté, quoi, m'ont vraiment sorti de l'épisode, quoi. Par contre, la seconde partie, je trouve qu'il y a davantage de Takahashi, davantage de Shida. C'est déjà mieux. Maintenant, l'animation était bonne sans être transcendante. Je l'ai préféré Takahashi sur l'épisode où Kale devient Super Saiyan légendaire, enfin Super Saiyan Berserker contre Goku Super Saiyan 2. Je l'ai préféré sur cet épisode-là. Je l'ai préféré sur le, entre guillemets, double épisode 109-110. Voilà, pour ce qui est de l'aspect esthétique. Après, l'animation, ben, ça fait le taf, quoi. C'est joli sans être non plus... renversant, c'est bon, c'est de la bonne animation pour du Dragon Ball, quoi. Dessus de quelques épisodes de DBZ et même de DBGT que je trouve très soignés, ou même de Dragon Ball premier du nom, hein. Je le place à ce niveau-là. Enfin, en tout cas, je place les séquences de Takahashi et de Shida sur une bonne moyenne, quoi. Une très très bonne moyenne. Par contre, pour ce qui se passe dans l'épisode, chier, quoi. Ça, toutes les minutes, j'attendais pas cet épisode avec impatience, parce que bon, je suis pas assez fan de la licence de Dragon Ball Super pour attendre les épisodes impatiemment, mais je l'attendais quand même parce que je me suis dit, punaise, Shida, Takahashi, c'est pas mal, c'est un bon duo. Je me suis dit, voyons ce qu'ils vont proposer, ce qu'on va retenir de cet épisode, ce qui va être... voilà. Et finalement, ben... il y a beaucoup de blabla encore dans le public, pour ne pas dire grand chose finalement. Ça me rappelle un peu les heures sombres du Cell Game où on voit Mister Satan. Ah, quelle horreur c'était ça. Oh oui. Enfin, l'adaptation animée, je parle bien sûr, oui, bien sûr.
Et pour reprendre un exemple, voilà, c'est un peu comme aussi Bulma qui fait cramer avec Dende 3-4 petites feuilles par terre pour prédire si Goku va revenir de Namek ou pas, voilà. J'avais oublié ça. Ça me rappelle ça me rappelle tous ces petits moments comme ça ces passages d'épisodes qui sont consacrés à raconter des trucs dont on se fout littéralement. Qui ont été supprimés dans Dragon Ball Kai. Au moins, il y aurait une utilité à Kai. Heureusement, un énorme point fort de Dragon Ball Kai, d'ailleurs. Je suis d'accord là-dessus, clairement. Je suis d'accord également. Les fillers que j'adore, pour moi, je peux pas m'en passer. Hein, je pense notamment à l'entraînement de Gohan dans le désert. Il y a des gens que ça insupporte. Moi, j'adore ces épisodes-là. Plus encore que Gohan qui devient Super Saiyan 2. Moi, ça me marque moins que Gohan dans le désert, par exemple. Revenons à Dragon Ball Super, monsieur. Ça reste mon avis, mais voilà. Bien sûr, mais vous avez le droit de l'avoir. Encore heureux. Non, mais voilà. Vite, bannissons-le. Sur cet épisode, le temps qui a été consacré à du blabla un peu futile, j'aurais espéré le voir. C'est un épisode que je pensais orienté action. Finalement, il est mitigé. Et j'aurais mis plus de combats, plus de démesure en fait. Alors, juste comme ça, excuse-moi de te couper, Mizumi, mais petite question. Par exemple, la Jiren, quand il dit justement que voilà, lui, il recherche autre chose que la force, ça vous intrigue pas, par exemple, ce genre de paroles un petit peu mystérieuses? Ça fait pas écho, ça fait pas mouche? Je sais que la réalisation derrière sera pas celle d'un Shida ou d'un Takahashi, et que si toutefois il doit y avoir un truc grandiose, si l'événement est grandiose, il faut savoir le mettre en scène, et malheureusement, c'est pas toujours le cas. Non, mais au niveau de la personnalité des personnages, là, par exemple, sur Jiren, là, dont on ne connaît pour l'instant presque rien, c'est dire, en fait, on connaît plus de choses dans le manga actuellement, ce qui est assez dingue, que ce qu'on a vu actuellement dans l'adaptation animée. Par exemple, là, la manière dont il répond à Vegeta, son étonnement lorsqu'il se prend un coup. Moi, personnellement, j'ai bien aimé quand il se prend un coup, justement. J'ai trouvé que c'était plutôt bien amené. Et il y avait un petit punch. Bon, c'était pas encore parfait, mais c'était pas mal. Vous, par exemple, ce petit retournement de situation, ça vous a fait incroyable? Ou est-ce que finalement vous en doutiez déjà parce que vous avez déjà vu les images passer par la Toei sur Twitter ou ailleurs, quoi? Double ressenti sur ce truc-là. Je me suis dit, oh tiens, parce qu'effectivement, ça m'a interpellé. Maintenant, Goku qui se marre en affrontant Jiren, c'est un peu Ils ont passé un arc à nous teaser du Jiren qui envoie Hit hors de la surface de combat, qui envoie Kale balader d'une pichenette. Je veux dire, on nous l'a présenté comme le colosse, quoi, comme un peu j'ai envie de dire, le Chuck Norris du truc. Et d'un seul coup, t'as Goku qui se tape d'une barre en combattant. Putain, ils ont ruiné littéralement tout ce qu'ils avaient construit en une vingtaine d'épisodes ou une quinzaine d'épisodes en amont. Oh, ça, je suis pas d'accord. C'est un classique, ça, dans un shonen. C'est-à-dire que quand le héros se bat au round de 2, généralement, il a plus de facilité, même avant la transformation finale, de lui tenir tête. Comment il justifie ça? Il n'y avait pas de justification dans Vegeta versus Zabon, dans le deuxième round, dans l'adaptation animée, quand tu vois que, justement, Zabon, dans sa forme normale, il tenait tête à Vegeta, alors que le premier round, c'était une brêle. C'est l'adaptation animée qui veut ça. Vegeta veut lui faire prendre confiance pour que après pouvoir l'écraser, le pousser à la transformation, et ensuite pouvoir le vaincre avec le power-up qu'il a eu en frôlant la mort. La tournure du combat, elle est pensée comme ça. Enfin, en tout cas, moi, oui, dans le manga, je suis d'accord. Dans l'animé, c'est un peu plus ambigu, je trouve, là-dessus. Surtout les réactions de Vegeta, et en plus, Bulma. C'est une manière de dire devant Bulma, regarde comment il se bat bien, en plus, il est beau gosse et tout. Mais voilà, moi, ce genre de truc, je l'ai déjà vu, en fait. J'ai déjà vu pas forcément dans Dragon Ball, mais même ailleurs, quoi. Donc ça me choque pas. Je comprends l'incohérence que tu dis. Mais ce que je veux dire, c'est le ton sérieux était toujours là. Je veux dire, on utilisait du Jiren super badass et tout, machin. Il est toujours badass, là. Il est toujours badass. Il est toujours badass, je suis d'accord. Mais Goku qui se tape une barre en le combattant, alors qu'on fait tout pour nous le présenter comme inférieur et comme étant... je veux dire, on nous construit l'arc du tournoi du pouvoir en nous disant, punaise, il y a Jiren à battre maintenant. Il reste plus que, à chaque fois, le narrateur, tu dis, Atto machin minute, Atto machin pun, à chaque fois. Ok, c'est cool de nous dire qu'il ne reste plus que 2 minutes, que 3 minutes ou 4 minutes. Enfin non, je crois qu'on en est à 10 ou 12 minutes. Ou 9 minutes maintenant. 9 ou 8, c'est bien beau de nous dire que le temps presse, que Jiren est super fort, mais si c'est pour nous montrer un Goku qui se tape des barres en face, ça coïncide pas, quoi. Ça s'imbrique mal. Le Goku qui prend des barres, malheureusement, qui se rigole et tout, malheureusement, c'est le Goku Dragon Ball Super. Il est très différent de celui de Dragon Ball Z, de Dragon Ball ou même du manga des 42 tomes. On est totalement d'accord. Par contre, le reste, effectivement, si Son Goku n'est pas évacué, pour l'instant, c'est que bon, voilà, il se le réserve dans le 123. Dans le 123, c'est lui qui va se battre contre Jiren. Je pense qu'il faut juste voir ça comme ça, quoi.
Mais justement, moi je trouve que c'est une erreur de plus d'avoir fait ça. Je l'interprète comme une erreur Ouais. de construction, de mise en scène, quoi. Bon, bah Moi, écoutez. si j'avais vraiment voulu monter le truc comme étant Jiren, le gars à abattre, quoi, celui qui va permettre de sauver l'univers 7, parce que si on arrive à l'éjecter, c'est bon, les deux autres, on pourra peut-être s'en sortir en s'unissant. J'aurais pas fait Goku se marrer en face, comme il fait tout le temps. En plus, je supporte pas ce rire de sorcière que fait Masako quand elle... Ah non, je déteste ça. Je déteste ça. Je trouve Bon, ça alors tellement... revenons sur une note peut-être plus positive. Par exemple, sur Dispo versus Freezer. Personnellement, je pensais pas du tout que ces deux-là allaient s'affronter. Je sais pas pourquoi, j'imaginais Dispo contre numéro 17. Et là, justement, Dispo affronte Freezer. Moi, j'ai adoré ce passage-là. Je l'ai J'ai trouvé ça surkiffé. génial. J'ai trouvé ça génial. Ah, mais Franchement, oui. pour moi, c'est ce qui rehausse l'épisode dans mon cœur. Ah, mais quand il lui tire la queue, mais c'est excellent. Et puis en plus avec la main justement qui rappelle justement quand Freezer faisait la même chose avec comment ça s'appelle, Kiabe, c'est ça? Avec Kiabe, parce que c'est quasiment le même plan, quoi, mais c'est le même animateur, il me semble, c'est ça? C'est Naoto Shishida, oui. Mais cette séquence était magnifique. La séquence du Kamehameha de Sangohan, même si elle dure que quelques secondes, voilà, je pense que les gens ils sont en transe devant ce passage-là. En trance, moi, j'irai pas jusque-là, j'ai trouvé ça très cool. Mais Ah. en trance, non. La trance, honnêtement, la dernière fois que je l'ai ressenti, c'était sur Dragon Ball GT, donc ça remonte très loin. Bon, Et je l'ai ressenti un peu plus sur le GSAT, la Jump Super Anime Tour avec Table. en tous les cas, je pense qu'il y a l'un de nous trois qui s'est dit que, parmi ce podcast-là, qui s'est dit que enfin Sangohan a été réhabilité, quoi. Rappelez-vous, d'il y a 1 an, voire 2. C'est vrai que bon, Penser au dessin et à l'animation, parce que c'est à ça que j'accorde le plus d'importance sur DBS. Je dis, ah punaise, il ressemble à Gohan, quoi. Je revois Gohan graphiquement. Après, sur ce qu'il fait, bah, c'est un Kamehameha de plus, quoi. J'ai préféré celui de Tate, par exemple. Quand le double là avec Goku et Gohan, quand ils se battent contre l'univers de Ribrian, je l'ai préféré animé par Tate, par exemple, le Kamehameha. Et Que vous, par monsieur Tate. Attendez, on va laisser parler aux fans de Sangohan. Qu'est-ce que vous avez pensé de ces deux séquences-là? eh bien, oui, comme j'allais te dire, avant Merci. de me faire couper par un Vilpool. Non, non, c'est vrai que c'est vachement mieux que dans la. Ah, je vais pas y arriver. Que dans la résurrection de Freezer, enfin dans l'arc de la résurrection De toute façon, on de va Freezer. revenir tout à l'heure sur l'année 2017. Mais dans cet épisode-là, oui, effectivement, c'est... Oui, là, je veux dire, c'est quand même vachement mieux. Du coup, on retrouve effectivement un Gohan plus actif et quand même bon. Je veux bien que je suis pas du tout contre le Gohan qui se retire des combats. Hein. D'ailleurs, dans GT, ils font ça très bien et j'ai aucun problème avec ça. Mais là, c'est vrai que voilà, au moins, on voit que Gohan, lui, il prend un peu le tournoi un peu au sérieux, je veux dire. Et il est à fond, je veux dire, dessus, quoi. Je veux dire, et puis bon, il est à fond et dans un sens, comment dire. Ouais, je sais pas s'il élabore des stratégies, mais je veux dire, il arrive à être je me permets de dire, c'est très pénible. Il est En très synchronitude, timide. si je peux dire. Il est synchronisé avec Goku et C'est Vegeta un peu pour ça. attaquer, je pense que c'était le Super Megazord de l'univers 3. Je Le sais gars plus. qui était doublé par le seiyuu de Ginyu, là. Ah Je sais plus, là là, là il là, y a un moment, il y a le savant fou superbe. qui part en couille et puis Vous savez que je l'ai il pas devient- reconnu en plus. Je l'ai il, vraiment pas devient reconnu. Achiyak et puis voilà, je sais plus comment il s'appelle là. Anizawa, Mais du coup, je sais plus comment ça s'appelle. là ils sont tous à fond et c'est Arinazawa, bon. je me rappelle plus. Honnêtement, même si j'étais pas non plus complètement en extase, Moi, je je me l'ai suis bien dit aimé là, l'épisode là enfin d'avant il avec respecte un peu Ouais. le personnage parce que bon contre Mais- Freezer c'était un peu scandaleux quand même, je veux dire. Mais tu sais quoi? Mais moi je trouve que Sangohan, là, il me fait beaucoup penser à Mizugi dans Captain Tsubasa. Mizugi, c'est le gars qui avait des problèmes de cœur, c'est Julian Ross en français. C'est-à-dire que par la suite du manga, il devient l'entraîneur en fait des héros, quoi. Donc c'est eux qui le coachent et il devient défenseur. Et donc c'est lui qui, ah bah toi tu vas faire ci, toi tu vas faire ça. Et Sangohan, maintenant, il me fait penser à ce rôle-là, à ce personnage-là. C'est-à-dire qu'en fait, Bah, c'est un peu le pro. D'ailleurs, je pense c'est que le il me semble qu'au stratège. tout début, c'est Goku lui a dit tiens, voilà, toi tu feras Gohan, toi tu seras entre guillemets la tête de l'équipe, je veux dire. Tu vas coordonner les mouvements de l'équipe. Bon, personne ne l'a jamais Voilà, c'est ça, respecté quoi. pour l'instant, mais bon, voilà. Ou presque. Ouais, mais oui, ouais, c'est vrai que mais bon, le problème c'est qu'ils sont pour l'instant ils sont un peu tous séparés, je veux dire.
Bon, Voilà, ils sont forcément, plus leur vraiment, donner, mais c'est bon. compliqué. Mais au départ, c'est ce qu'il avait essayé de faire, hein, Oui, il avant avait que Goku et essayé. Vegeta Après, partent numéro 17, chacun de leur numéro côté 18, ils parce que partaient c'est dans des leur Saiyans et coin. qu'ils en Et ont rien puis à voilà. faire Exactement. d'être. Bon, Mais bah écoutez. D'ailleurs, ce que Oui. dit Olivier est très très juste, parce que Gohan et Piccolo, qui d'ailleurs sont un peu les cerveaux de l'équipe, voilà. c'est les seuls à avoir vraiment affronté, de mémoire, hein, je peux me tromper, hein, mais à avoir affronté un adversaire qui nécessitait vraiment une analyse précise, quoi. Le gars là qui lançait des petites boules là, qui lançait des Kikoha là, je sais plus comment ça fonctionnait et tout. C'est Le l'épisode truc avec en Tenshinhan. reflet, c'est Là. ça? Le reflet, là? Hein. Le truc Les du reflet, reflets, là? la petite boule, là. Ça, il y avait plein de petites boules qui envoyaient des Kikoha, un truc comme ça, je crois. Eux, ils avaient affronté Gohan et Piccolo, un type assez stratège finalement. Ouais, Bon, il c'est y a vrai. bien eu le petit type tout miniature là que numéro 17 a éjecté hors de la surface, Ah mais oui, encore numéro 17. On en reviendra. Sacré numéro je trouve 17. ça assez cool. Alors, il a power up. 2017, ça, je trouve ça l'année cool, mais- de numéro 17. N'oubliez pas. Bah, c'est quasiment Ouais. ça en fait, hein, Voilà. honnêtement. Mais on va revenir après. En tout cas, Et pour ça cet aussi, mine de épisode, rien. bon, grosso modo, vous avez aimé sans plus. Enfin, vous partagez pas la vague de. Comment dire, d'optimiste dessus, comme quoi c'est l'un des meilleurs épisodes, voire le meilleur de Dragon Ball Super. Si Ah je oui, vous écoute. j'ai envie de dire comme d'habitude, je veux dire, moi je ressens ça souvent comme ça. Bah, écoutez, Je vois tout le monde s'enjailler sur l'épisode et moi je suis là, blasé. oui, enfin non. D'accord. Enfin, c'est pas que j'aime pas, mais je veux dire, je suis pas non plus Je comprends, non, au mais je point comprends les goûts, les couleurs. Je au point respecte. d'être complètement au D'accord. 7e ciel, je veux dire. Bah, moi, Mais bon, brièvement, c'est peut-être moi qui vieillis ou je sais pas, il non, y a après, quelque chose qui voilà, va pas avec Dragon Ball Super, moi. on devient de plus en plus, voilà, de plus en plus dur avec la licence, de plus en plus exigeant. Moi, pour ma part, j'ai beaucoup aimé l'épisode. Pour moi, c'était un bon divertissement. Bon, la Ah ouais, non, première il partie, était bon, hein, ça. la il- première partie m'a rappelé les heures de Dragon Ball Z, c'est-à-dire que où t'attends 5 voire 10 minutes avant que le combat ne commence. Voilà. Quand tu regardes, Ouais, ça, j'ai bien aimé d'ailleurs cette partie, ouais, quand tu regardes cette Vegeta, préparation, je veux dire. quand tu regardes Vegeta contre Perfect Cell, le début du combat, là, le fameux épisode d'Ebizawa, c'est quasiment ça, quoi. Shira. T'attends un long moment avant que ça ne commence et tout. Donc, pour moi, ça fait une partie intégrante de Dragon Ball. C'est vrai qu'on le retrouve Ouais. beaucoup moins dans Dragon Ball Super aujourd'hui. Ouais, d'ailleurs, c'est pour ça que j'étais content qu'on le revoie dans l'épisode Oui. précédent, là, donc dans celui qu'on parle. C'était bien. Parce que ça fait longtemps qu'on n'avait plus mis une espèce de mise en scène comme ça, un peu plus longue, Tout à je veux fait. dire. C'est les gens qui se regardent en chien de faïence, comme ça, genre style western, il va dégainer son gun, et puis... C'était Moi, bien, il y avait ça, moi, il y avait Jiret qui Moi, j'avais dit continue- quelque part sur Facebook que j'étais presque prêt à entendre les musiques de Ennio Morricone, tellement que C'est ça vrai. faisait, Voire de ça faisait de Morricone. western, C'est leur clair. confrontation de regards, comme ça, c'était vraiment cool. Mais pour terminer juste vite fait mon avis, c'est que oui, moi franchement vis-à-vis de Jiren, bon bah écoute, ça m'a un peu surpris et j'ai l'impression de revoir Battle of God parce que dans Battle of God, alors qu'il n'était pas en Super Saiyan 3, Vegeta, bon bah il surpassait Sangoku contre Beerus, tu te disais tiens, d'où ça vient ce power-up? Et là pour moi c'était un peu presque pareil à un moment, j'ai fait ah bah tiens, il a donné un gros coup à Jiren alors qu'il est toujours en Super Saiyan Blue, donc pour moi c'était presque un clin d'œil à Battle of God, le clin d'œil, le Final Flash. Ça, c'est un peu un problème avec Dragon Ball Super que j'ai, c'est-à-dire que dans Dragon Ball, si on observe bien, bon bah voilà, Piccolo il utilise le Masenko Sapo qu'une seule et unique fois finalement dans le manga. Enfin, Toriyama il s'arrange toujours pour diversifier les techniques le maximum possible. Là, on a encore une énième fois le Final Flash, on a encore une énième fois le attention, je parie que tu vas l'esquiver, si tu esquives, de toute façon, t'es un lâche. On retrouvait un petit peu le même contexte, donc c'est vrai que là-dessus, je trouvais ça un petit peu dommage, quoi. C'était un petit peu dommage. Bon, la fin, peut-être que ça pouvait faire écho avec celle. Quoi qu'il en soit, malgré cette réédite, j'ai trouvé que c'était un excellent épisode. Je sais pas s'il est dans mon top 5, mais au moins dans mon top 10, oui, ça c'est clair et net, quoi. Il était vraiment assez réussi. Voilà, donc au moins je suis hypé. Parce que le petit truc que je reprochais, c'est peut-être sur Twitter, parce que voilà, regardez, la Toei nous a donné des nouvelles images en plus. Bon, on peut se dire que voilà, c'est de ma faute, j'aurais peut-être pas dû voir les news et tout, bon, mais sinon, non, pour moi c'était bien, je lui mets quoi, 7-8 sur 10 au moins. Bah, c'est vrai que ce qui est dommage maintenant avec Internet, c'est qu'en fait, on connaît tout l'épisode avant de le voir, je veux dire... Bah, je crois que ils Toei l'ont en fait un beaucoup peu trop, vendu, je ouais. pense. Où Ouais. il y a des leaks, des fuites, je sais pas, mais Tout à fait. je pense qu'ils en font un peu trop parce que je suis sûr que tu fais un recoupement de toutes les images que tu as avant l'épisode. Je suis sûr qu'en fait t'as déjà tout l'épisode. Oui. Et je pense que c'est ça aussi C'est à l'image qui- de notre société. Il y a plein de gens qui veulent découvrir, avoir de nouvelles Ouais. images et tout. Mais moi je pense que pour ma part ça fait partie aussi un peu
de la non-hype que j'ai à l'épisode, parce que bon, je sais déjà tout ce qui va se passer. Et pourtant, je fais pas exprès de regarder les spoils, parce que ça m'intéresse pas, je veux dire. Je suis déjà pas super intéressé par DBS. Si en plus je dois me spoiler, je regarde plus, mais... C'est clair. Donc j'essaie de les éviter au plus possible, mais franchement, c'est pas facile, quoi. Donc, et je trouve ça un peu dommage personnellement, mais bon, apparemment les Japonais adorent ça. A priori, ça marche, ça fonctionne, donc je pense qu'ils vont continuer là-dessus. Ouais, non, donc c'est à moi de m'adapter, mais je veux dire. Du coup, moi personnellement, je trouve ça un peu dommage de tout savoir avant. Je veux dire, à quoi ça sert de regarder du coup, je veux dire, si tu sais tout avant. Mais bon. Bon, bah Voilà, écoutez, c'est ce que j'avais à parti dire. pour le point news. Bah écoutez, on l'a terminé. Bah on va pouvoir. On peut peut-être parler du concert. Bah on va parler de tout ça justement dans le bilan 2017 de Dragon Ball. Ah, parce que c'était. Donc alors, bah effectivement, sur le bilan 2017 de Dragon Ball, bah écoutez, on va reparler donc des événements chers. Donc là, on va reparler du Dragon Ball Symphonique. C'est ça, Symphonique, comment ça s'appelle, mes amis? C'est Symphony Orchestra. Symphonique Orchestra, Oui. veuillez m'excuser. Oui. Un excellent événement, c'était jusque dantesque, épique, un excellent hommage aux musiques de Kikuchi. C'est marrant, j'allais dire Ennio Morricone, lapsus. Bah, je crois qu'on était tous là, cet événement. Moi j'y étais en tout cas. Ouais, pareil. Et toi, mes amis, tout à fait. alors, qu'est-ce que tu peux nous dire sur cet événement? Je l'ai attendu avec énormément d'impatience. Je suis un inconditionnel de Kikuchi sur Dragon Ball, sur Dr. Slump aussi, en tout cas sur ce que j'ai pu entendre dans Dr. Slump. Je l'ai aussi beaucoup aimé. Je l'ai entendu sur Albator, pas sur Albator, sur Goldorak. Ah, bah aussi dans Albator, 84. Je pensais plus à Goldorak en fait qu'à Albator. Albator, je l'ai entendu aussi, mais c'est des souvenirs d'enfance. Je me souviens que les musiques me plaisaient, mais je pourrais pas j'ai pas le souvenir de la musique en tête. Par contre, Goldorak, si, davantage, parce que je suis allé les réécouter entre temps. Et donc un inconditionnel de Kikuchi, et je l'attendais avec impatience parce que Kikuchi, c'est le seul compositeur sur Dragon Ball à avoir fait un carton plein avec moi au niveau des compositions. Il n'y en a pas une que je n'aime pas de Kikuchi dans Dragon Ball ou Dragon Ball Z. Il y en a que j'aime davantage, d'autres que j'aime beaucoup moins, bien sûr, mais à des degrés différents, mais dans l'ensemble, je les apprécie toutes. Et donc je me suis dit, bon, ça va être un régal total. J'ai énormément vibré pour la partie Dragon Ball du concert, la première partie, parce que c'est les musiques de l'enfance de Goku. Et l'enfance de Goku, et c'est la partie de l'animé en tout cas que je préfère. Le thème du Red Ribbon, enfin du ruban rouge, j'ai adoré le thème contre le général, le ninja Murasaki aussi, contre le général Red aussi pendant l'attaque du Red Ribbon. Il y a vraiment des thèmes comme ça que j'ai vraiment beaucoup aimé, qui sont vraiment très très chers à mon cœur de fan. J'ai beaucoup vibré aussi sur les musiques de combat de Dragon Ball Z. C'était grandiose, l'ambiance était bonne. Le petit point noir serait que c'est vrai que dans la salle, moi j'étais à la séance de 21h. Ouais. Le point noir dans la salle, c'est qu'il y avait des gens qui hurlaient juste derrière nous à chaque musique. Ouais, Vegeta, machin. Un peu du concert, c'est vrai. Maintenant, bon. On avait ce problème avec le concert Sensei, oui. On va dire qu'ils l'ont vécu comme ils l'ont vécu. Voilà, maintenant, c'est vrai que c'était un peu dérangeant. Ça m'a pas empêché de kiffer quand même. Ça m'a pas empêché de kiffer. J'ai chanté toutes les chansons que chantait Hiroki Takahashi, donc qui nous faisait l'honneur de sa présence, le premier chanteur de Dragon Ball, qui a chanté Makafuchi Gado Bencha, Mesase Tenkaichi et plein d'autres chansons de Dragon Ball premier du nom. Et j'irais même jusqu'à dire qu'il a interprété des chansons qui n'étaient pas à lui, qu'il s'agisse de Chala Hechala, de Wigota Power, qu'il s'agisse de Unmenoi, donc là, le thème de Gohan quand il devient Super Saiyan 2. Il y a vraiment des chansons comme ça qu'il a interprétées qui ne sont pas les siennes, il les a magnifiquement interprétées, quoi. J'ai pu l'entendre chanter un peu sur YouTube en me disant vieilli, ça va pas être la même chose. Et pas du tout. Pas du tout. En live, j'ai pas eu l'impression d'entendre la voix de Takahashi avec 20 ans de plus, quoi. Du live, bien sûr, c'est pas comme sur CD, ou comme dans l'anime, mais
c'est du live de grosse qualité, quoi. Il nous a offert un spectacle terrible, quoi. Il y a un truc que j'ai beaucoup aimé à ce concert, justement, si tu me le permets, c'est qu'effectivement, il y avait les images. Ils avaient projeté donc des images en même temps qu'ils jouaient, donc ça se fait de plus en plus. Et le tour de force, c'est qu'ils ont respecté la chronologie des musiques, ils les ont mises, et surtout, ils ont mis les musiques avec les images où apparaissaient réellement ces musiques dans l'adaptation animée, effectivement. Pas toujours. Dans 80% des cas, on va dire. Allez. Voilà, Donc, c'est plus juste. Et je me la souviens des partie qui musiques m'a de l'arc Saiyan, Voilà. jouées lors du combat contre Gotenks et Boo, par exemple. Je me suis dit, oh tiens, la musique contre Nappa, pourquoi, ou contre Raditz, je sais plus, l'une des deux. Oh tiens. Mais Bon, tu vois, moi, le pourquoi tour de pas, force, ça. tu vois, moi, le tour de force, c'est par exemple quand on arrive sur Namek, justement, quand on commence à arriver avec Freezer et ses transformations, notamment avec Piccolo et avec Vegeta. Et toutes ces musiques-là, c'était vraiment celles qu'on entendait justement à travers l'animé, dans les passages qu'ils montraient pendant qu'ils étaient en train de jouer la musique. Et je trouve que ce travail était remarquable. Donc je sais pas si c'était des bénévoles, enfin ceux qui ont dirigé, ce projet-là, moi je leur tire un grand coup de chapeau parce qu'ils ont été vraiment parfaits, quoi. Ah oui, je suis d'accord avec ça. Je suis tout à fait d'accord avec ça. Ouais, c'est Overlook Event qui a fait Ah. le truc. Et ils étaient Bravo à aidés eux. ils étaient aidés par les Illuminati, si je me trompe pas. C'est Ah bon? aussi une espèce de groupement très fan de Dragon Ball qui a organisé le Dragon Ball Day à Paris d'ailleurs en décembre 2016. Et donc voilà, c'est ouais, c'est ça, voilà. Ils ont pris Et il y vraiment a des pointes au niveau des connaisseurs de musique de Kikuchi. Franchement, Ah les ouais, gars, non, ils ils s'y ont- connaissaient vachement bien. C'est bravo. Overlook Event, t'as pas fait les trucs à moitié, c'est Ouais. assez incroyable. Mhm. Allez, moi j'ai toujours peur un peu, tu sais, quand on fait des événements Dragon Ball, tu sais, parfois j'ai peur que c'est un peu pour surfer sur la licence et puis basta, quoi. Mais là, franchement, Overlook Event a fait ça, mais d'une manière, mais c'est irréprochable, quoi, je veux dire. Et puis rappelons j'ai- que, contrairement au concert de la Fée Sauvage, organisé par la Fée Sauvage, eux nous permettaient de filmer, d'enregistrer. Il n'y avait pas de vigile qui allait te dire attention. Ah oui, d'ailleurs, monsieur, vous il a n'avez dit au pas le droit. départ, vous avez le droit de filmer autant que vous voulez, on s'en fout. Et de partager autant que vous voulez. Il nous invitait Voilà. même à le faire. Voilà, Ils il ont disait, voilà, incité. il a même lancé un hashtag Twitter pour Voilà. le truc, donc c'était. Non, moi, l'organisateur, j'étais surpris aussi, super. honnêtement. Ma Moi, seule je m'attendais à petite qu'ils disent, note, ouais, non, filmez pas et tout, mais en fait, non, faites-le. Ma seule petite veut que vous note le fassiez. négative, si vous me le permettez, c'est qu'il n'y a pas Ah, on une te seule permet fois pas. la mention de Shunsuke Kikuchi, et ça, j'ai trouvé que c'était un petit peu dommage, quoi. Parce que, bon, bah voilà, tout est parti de Auteur, lui, quoi. quoi. Bah, et tu l'as dans le truc qu'on nous a distribué. Non, mais à la fin, dans les remerciements, tu Ouais. espérais un petit mot, quelque chose. Il remercie et à juste titre, il remercie l'orchestre, il remercie le chef d'orchestre, Magnifique il orchestre. remercie le public, il remercie la Toei, il contributeurs. remercie Toriyama, mais Shunsuke Kikuchi n'est jamais, On attend la suite. lors de ce concert, n'est jamais mentionné. Non, je mets Il volontairement s'arrête blanc. pour faire un temps de suspense et Le tout, quoi. twist de Mizumi. Le cliffhanger, volontairement, attention. je mets volontairement un blanc là-dessus parce que c'est comme ça que je l'ai perçu. J'attendais aussi la suite. Moi, la suite que j'attendais, c'est et on remercie surtout Shunsuke Kikuchi pour avoir composé. Par exemple, Ouais, moi, j'ai eu la même impression que vous et j'ai fait exprès de laisser ce blanc pour vous laisser la même impression que j'ai eu pendant le concert. À la fin, c'est me dire bah merde et Kikuchi et on attend la suite. Vas-y, annonce-le. Bah non, on est rentré chez nous, il l'a pas annoncé. Ouais, Je c'est trouve que dommage. c'est gros point noir. On Je l'ai eu en travers peut. de la gorge quelques jours quand même. Hein. Je l'ai eu en travers de la gorge quelques jours parce que bon, on va me dire ouais, Mizu, tu râles tout le temps. Et Ouais, autre tu vas- petite tu vas- truc tu vas tout le assez drôle, entre guillemets, c'était l'interaction de Bernard Minet. Alors, c'est toute une histoire là pour l'interaction de Bernard Minet. À la base, il y avait un concert des anciens dessins animés du Club Dorothée et compagnie la semaine suivante en fait. Donc pour faire un petit coup de pub, effectivement, voilà, la société lui a dit bah écoute, tu veux venir Bernard, tu peux faire ta chanson là. Ça s'est pas très bien passé pour lui, les gens l'ont hué et tout. Je pense que les gens quelques personnes se rappelaient de ce qu'il avait dit et dernièrement dans le 20 minutes que les génériques japonais n'avaient pas de vie alors que les génériques français en avaient. Enfin bon voilà, il y a eu un petit peu dérapé à mon sens là-dessus. C'était une petite maladresse, mais c'était pas dramatique, c'était pas grave non plus. Bah, c'est son avis après tout, hein, je veux dire. Après, je veux dire, s'il a Oui, le droit d'avoir c'est son avis là-dessus. Si lui, mais il trouve bon. que ça n'a pas de vie, bah,
on n'était pas d'accord, mais bon, ce qu'il le pense, il le pense. Hein, Non, mais en fait, ce qui s'est passé, c'est que la chaîne No Life, ils ont fait un droit de réponse à Bernard Minet, parce qu'en fait, Bernard Minet disait qu'ils se ressemblaient tous, les génériques japonais. Donc, ils se sont amusés à comparer les paroles de Ranma Demi et tout ce qu'il a chanté auparavant pour dire, ah, mais attends, Bernard, ça ressemble un petit peu tes génériques entre eux, quoi. Enfin, les paroles, les textes, quoi. Et bon, voilà, c'était gentil, c'était pas bien grave. Voilà. Comme tu l'as dit, il a tout à fait le droit de le Dans un penser. sens, ils ont pas tort. Hein, je veux dire, moi j'aime bien Bernard Minet. Je veux dire, ses génériques c'était très chouette, mais c'est vrai que bon, dire que les génériques japonais sont tous les mêmes alors que les siens sont tous les mêmes aussi, dans un sens, c'est aussi un peu le même principe. Moi, entre le générique de Dragon Ball et le générique de Hokuto no Ken, je vois pas ce qu'il y a de ressemblant personnellement. Si ce n'est qu'ils parlent japonais tous les deux, voilà quoi. Non, mais je veux dire, je parle de Bernard Minet, je veux dire dans le sens. Oui, mais moi aussi. Bon, quand tu vois Bioman, tous les machins, c'est quand même pareil. Moitié, voilà. Ranma 1/2, oui, voilà, c'est un peu. Bon. Maintenant que j'y pense, c'est vrai que c'est un peu fort de critiquer un truc qu'il fait lui-même, je veux dire. Ouais, après, bon, je respecte son avis, il fait. Oui, bien entendu. Il a absolument le droit de penser ce qu'il veut. Il a le droit de le penser, tout à fait. Après, on a le droit de ne pas être d'accord. Il faut pas qu'il s'attende allez, faut qu'il s'attende à recevoir la même critique, du coup, hein, je veux dire. Voilà, quoi qu'il en soit, son concert a vachement bien marché la semaine d'après. Donc, attends, moi j'étais le voir en concert à la Retro Medinasia il y a 2 ans, je pense. Ouais. C'était super cool, hein. Moi j'étais à fond dedans, hein, je veux dire. Même Dragon Ball, et, même Senseiya, je veux dire, même Bioman, tu vois, j'ai jamais regardé Bioman, mais je connais le générique parce qu'il est cool, hein, je veux dire. Et voilà, non, bon. mais... Bon, enfin, pour terminer sur le concert, je pense qu'on a tous très très bien aimé, c'était un très beau cadeau pour les fans. Là, ce qui s'est passé, c'est que les organisateurs, ils ont supprimé peu à peu les vidéos qu'on avait prises là sur YouTube, parce que un autre concert a lieu, je crois que c'est en Espagne, je sais plus. Oui, à Barcelone, et aussi en Suisse. Donc voilà, ils suppriment peu à peu finalement les vidéos, donc ce qui est tout à fait normal pour les personnes qui ne l'ont pas encore vu là-bas dans ces pays. C'est vrai que... Mais en plus, en Espagne, ça va faire un carton d'enfer, ça. Les Espagnols, ils sont à fond. Ouais, c'est vrai, en Espagne. Ouais. Et en Suisse aussi, je sais plus où, mais quelque part en Suisse. Il manque qu'ils attaquent les États-Unis. Ah non, les États-Unis, ils vont demander Falconer, attends. Oh non. Vous mentez. Oh là, arrêtez tout ça. Non, je voudrais juste dire un truc, c'est qu'on a eu la joie, en tout cas, pour ceux qui étaient à la séance de 21h, je sais pas pour ceux qui étaient là dans l'après-midi, mais la séance de 21h, il y avait Fédois Lamaudière qui était là et à qui je fais un petit coucou et un énorme merci encore pour la dédicace qu'elle a fait sur mon premier tome de l'édition Perfect de Dragon Ball. Il m'a fait un petit Goku qui est du tonnerre. Hein. Je le regarde souvent comme ça, je ressors le bouquin de la collection juste pour regarder la dédicace, je suis super content. Et aussi Philippe Ariotti. Ouais, c'est une surprise ça d'ailleurs. Le comédien qui double Frieza, Babidi, Piccolo bien sûr, Yajirobe, Oolong et d'autres personnages secondaires qui étaient présents et qui m'a dédicacé mon coffret des films VOVF de Dragon Ball Z. M'a mis un petit mot sympa, je suis super content. Et Brigitte Lecordier, quand je l'ai vue au Po Anime Game Show quelques mois après, elle m'a dit « Oh mon fifi, j'ai reconnu son écriture ». Donc même Patrick Borg était touché que Philippe ait dédicacé le truc. Et je trouve ça sympa d'avoir pu échanger avec lui et avec Philippe aussi, c'était génial. Et pour l'anecdote d'ailleurs, donc c'était l'entracte, c'est à ce moment-là qu'on l'a vu. Shonen Gohan m'a appelé comme ça, il me fait viens, il y a Philippe Ariotti, Je dis attends, tu déconnes. Du coup, je cours, je rejoins donc Shonen Gohan et je manque de trébucher dans les escaliers du. Oui, c'est vrai, ça je me souviens. je manque de m'écraser dans les bras de Philippe Ariotti. Il me regarde comme ça, puis il pointe son doigt vers moi comme Frieza l'a fait vers Goku. Papa, c'est moi. Tout à fait, lui-même avec la voix de Frieza, c'était magnifique. C'était wow. Attends, tu me mets le doute, Mizumi, mais il y avait Brigitte Lecordier au concert? Non, elle était au Po Anime Game Show, donc quelques mois plus tard, parce qu'au concert, elle n'était pas là, je pense qu'elle était ailleurs, je pense, dans un autre... Oui, Philippe Ariotti nous a dit où elle était, je ne sais plus où elle était. Non, je mentionnais Brigitte Lecordier et Patrick Borg, parce que je les ai rencontrés quelques mois après dans une autre convention, au Po Anime Game Show, pour ne pas la citer, et quand j'ai fait dédicacer mon coffret, qui avait déjà dédicacé Philippe Ariotti pendant le concert,
autant Patrick Borg que Brigitte Lecordier ont reconnu l'écriture de Philippe Ariotti, quoi. Donc on sent aussi ce côté un peu très amical, très oui, soudé entre les comédiens, ils se connaissent, en fait, très bien. Et ils se reconnaissent jusqu'à l'écriture, quoi. C'était parce que lui, il a signé Frieza, Piccolo. Bon, depuis très longtemps. Brigitte l'a reconnu, Philippe l'a reconnu, et c'était. Tu as de la chance de voir Patrick Borg parce que lui, il est vraiment très rare aux conventions. Oh non, lui. De 20, il m'a fait un chin comme ça. Il est souvent là, je trouve. C'était génial. Franchement, ils sont adorables. Bon, bah écoutez, pour le concert, en tous les cas, je pense que voilà. C'était génial. On a adoré, un J'ai payé excellent cher événement. la place, mais c'était vraiment super excellent cool. événement de 2017, donc ça nous a bien marqué. Et il y a eu un autre événement donc de Dragon Ball pour 2017, c'est l'arrivée de Dragon Ball FighterZ. Dragon Ball FighterZ. Même s'il arrive en 2018 en fait. Oui, enfin il a été annoncé en 2017. Alors moi je vais vous avouer, la première fois que j'ai vu une image, j'ai fait fake. C'est pas possible. C'est pas possible. Ah oui, non, carrément. Je n'y ai pas cru une seule seconde. En plus j'étais avec Trivax à ce moment-là et sa fiancée. J'ai fait, regarde Olivier, regarde cette image. Je fais, oh c'est un fake. J'avais sa fiancée, pareil. Elle me disait non mais c'est un fake. Voilà, Chantal qui a raison et tout. Et là, après, quelques heures après, parce que je crois que ça a été annoncé quelques jours après mon anniversaire. D'ailleurs, juste un truc, et là, Trivax après, était au concert aussi. Olivier, c'est pas un fake. J'y croyais pas, quoi. J'étais super impressionné. Et je le suis encore impressionné. Bah, c'est vrai que graphiquement, je veux dire, c'est enfin quelque chose qui ressemble à du Dragon Ball. Je veux dire, les derniers, je trouvais ça un peu trop différent et pas très très joli, je veux dire, dans le sens. Plus des figurines en plomb, effectivement. C'est pas grave. Et là, franchement, ils ont mis le paquet niveau graphisme, ils ont mis le paquet et ça rend vraiment bien. Je veux dire. Moi, je suis pas très jeu de combat véritable, je veux dire, dans le sens comme ils le sont. Mais graphiquement, c'est vrai que ça c'est quelque chose que j'attendais vraiment. C'est vraiment magnifique, je veux dire. Moi j'ai une petite théorie là-dessus, pourquoi c'est si fidèle, pourquoi les graphismes sont si beaux et tout. Moi je pense que c'est parce qu'il n'y a plus les Naruto Storm. Les Naruto Storm ça coûtait un bras justement à Bandai Namco, justement à chaque fois, et c'est vrai que le budget des jeux Dragon Ball à côté il n'était pas génialissime et tout. Il n'y avait pas Dragon Ball Super, il n'y avait rien pour la compagnie à ce moment-là, donc il y avait si ce n'est Dragon Ball Kai. Et moi je pense que justement c'est depuis qu'il n'y a plus CyberConnect que donc voilà, je pense que Dragon Ball a hérité d'un budget alloué auparavant à Naruto. Bon bah voilà, maintenant ce budget on va le redonner à Dragon Ball vu que maintenant il y a Dragon Ball Super, et je pense que ce jeu bah il a peut-être pu exister grâce à ça. Dans un sens tant mieux, parce que graphiquement franchement c'est le top, hein, je veux dire. C'est vraiment, je pense, niveau graphisme en tout cas, je pense que c'est ce que les fans attendaient depuis longtemps en fait. Hein, bah, ce qui est génial, c'est qu'en fait avec ce jeu, quand je vois sur les forums ou des journalistes, il y a un journaliste qui avait dit un truc qui m'a fait bondir. C'est, tu vois là, c'est Dragon Ball FighterZ. Bah c'est en fait Butoden 3 que j'attendais à l'époque sur Super Nintendo. C'est comme ça que je le voyais le jeu à l'époque quand il était annoncé. Et je trouve ça assez fort parce qu'en fait, là je m'aperçois qu'il y a plein de gens qui ont lâché les jeux Dragon Ball depuis la Super Famicom et compagnie. Et là ils reprennent justement en main Dragon Ball parce que maintenant ils jouent à Street Fighter 5, Street Fighter 4, je sais pas, les autres jeux hardcore maintenant. Et maintenant ils reprennent un jeu Dragon Ball avec Fighter. C'est-à-dire que c'est des gens qui n'ont pas nécessairement connu les RPS 2 avec les Sparking, avec les Budokai. Et donc du coup il y a un nouveau public, enfin un ancien public qui revient en plus des anciens qui suivent chaque année les jeux Dragon Ball. Ouais, puis bon, c'est peut-être des gens aussi qui préfèrent des jeux de combat pur, si je puis dire. Exactement. Parce que les précédents, c'est plus, comme disait je sais plus qui, je trouve ça un excellent mot, un simulateur de Dragon Ball. Et c'est peut-être que ça, il y a une partie qui n'appréciait peut-être pas, j'en sais rien. Hein, mais... Ah bah pour donc ça il y avait déjà les Budokai. Les Budokai justement ils étaient très appréciés par les joueurs un petit peu plus techniques justement qui avaient envie de jouer à un vrai jeu de combat Dragon Ball. Les Budokai 1, 2, 3 étaient souvent cités en exemple, tandis que les Sparking c'était plus peut-être pour les fans par rapport à ceux qui voulaient une sorte de simulateur de Dragon Ball. Oui, comme moi par exemple, moi je suis toujours attaché à Tenkaichi Budokai 3. Ah bah moi aussi je suis très attaché à la série Sparking et j'espère qu'un jour Spike Chunsoft reviendra justement. Ah ouais, j'aimerais bien, parce que honnêtement, le Fighter Z, il est exceptionnel niveau graphisme. Voilà, ça reste un jeu de combat pur où tu fais que ça, et honnêtement, voilà, si on me propose d'y jouer parce que je suis chez quelqu'un, me dit ouais, on va jouer à ça, ben, ok, pourquoi pas, je veux dire. Mais en tout cas, je l'achèterai pas moi parce que voilà, déjà j'ai pas de PS4. Sur PC, ils font un PC monstre, et donc je n'ai pas un PC monstre. Mais même si j'avais la PS4, je pense pas que je l'aurais acheté parce que voilà, c'est pas un jeu qui m'intéresse moi-même parce que
j'aime pas les jeux de combat comme ça. Mais à voir, ça fait plaisir à voir, je veux dire. Surtout qu'on voit que les développeurs, ils n'ont pas été avec le dos de la cuillère, je veux dire, ils sont à fond sur les clins d'œil, sur copier les cases de manga et tout ça. Le mouvement des je veux dire. personnages du manga, c'est extrêmement fidèle. Il y a des gens qui sont amusés à faire c'est des incroyable, montages, je veux dire, c'est Moi, dingue. quand j'ai vu ça, je dis waouh, ça c'est. Bah, il y avait ça dans les Oui. anciens jeux, mais là, c'est peut-être poussé encore plus loin. Ils sont Non, mais c'est à la casse près, je veux dire. bien entendu. D'ailleurs, j'ai vu sur Twitter des comparatifs, c'est vraiment ça, quoi. C'est Exactement. génial, j'ai envie de dire. Mais bon, ça me reste que c'est toujours pas un jeu qui me plaît, mais en même temps, je me dis, là, il y a un effort des développeurs et de la productrice, parce que c'est une madame. Oui. Il y a fait une petite franchement, boulette dernièrement, la productrice là, qui a commencé à dire est-ce que vous allez le sortir je sais pas, sur Switch le jeu Bien oui, nous pourrions le sortir sur Switch. Et après, les autres producteurs Bandai Namco, oui, enfin, elle n'a pas vraiment voulu dire ça. En fait, ce qu'elle veut dire, c'est que oui, on pourrait le faire, mais voilà quoi. Mais bon, c'est Ouais, rien. bon, c'est- allez, limite ça, c'était un peu emballé, c'est tout, quoi. Je veux dire, c'est pas. C'est pas bien grave. Moi, je pense qu'il va sortir sur Switch. C'est juste qu'ils n'ont pas le droit de le dire maintenant, quoi. Voilà. Mais forcément, sinon, le comme casting, d'habitude, bon quoi. bah voilà, il reprend les meilleurs éléments de ce qui marche. Black Goku est présent, Beerus est Ouais, présent. bah, ça, il fallait le était sortir. présent. Je suis d'ailleurs étonné qu'ils n'ont pas sorti Jiren, tiens. Ce sera, Pas qui, pardon ce sera en DLC peut-être. Ça m'étonne qu'ils n'ont pas mis Jiren par exemple. À mon avis, Jiren, ils vont le mettre tout à la fin, oui, parce que là, on n'en sait Ou pas alors encore assez. ou en DLC, toi, parce qu'il faudra payer tout. Hein. Ouais. Bon, moi, j'ai vu Il qu'il y y a a pas- Broly. il y a déjà pas Topo, il y a déjà pas truc. Il y a pas là, dispo. Moi, déjà, dispo, Broly dispo, et pas Bardock, dispo. Broly et Bardock sont annoncés déjà en DLC, donc déjà. Et le pire, c'est qu'il n'y a pas Monaka. C'est quand même dommage. Hein. Ah, Monaka, surtout Monaka. C'est quand même le numéro 2, quoi. Je veux dire, c'est Virus qui l'a dit. Hein. Moi, j'ai dit que ça manque de Gilu de DBGT, le petit robot. Mais par rapport au Tu vas te faire roster, assassiner, par toi. rapport à Arc System qui font des jeux pour Guilty Gear et d'autres licences et tout, c'est vrai que d'habitude c'est des jeux où il y a quoi? Il y a 16, 20 personnages au grand maximum. Là il y en a déjà pas mal pour Dragon Ball, donc on sent que voilà, Bandai Namco les ont bien poussés à faire le maximum. Par rapport à ce qu'on peut attendre d'un bestiaire, d'un jeu de combat 2D, surtout qui joue à 3 contre 3, pour moi le casting actuel c'est un sans faute. Ils ont pris les meilleurs. D'ailleurs, je suis très étonné de voir Tenchinan dans le casting. J'y croyais pas une seule seconde. Et, Comme Yamcha d'ailleurs. je veux dire. oui, pareil, Yamcha en plus j'ai vu les vidéos, mais il a l'air craqué le personnage, il est juste génial. Ah, mais non, quoi. mais il faut. Mais voilà, ça m'étonnait aussi. Je veux dire, hein, sans vouloir être irrespectueux envers ce pauvre Yamcha. On fera un podcast sur Trollé, Yamcha, vous trollé par les internets depuis son combat contre les Oh, Saiyaman, oui. mais voilà. Généralement, tu mets les personnages les plus populaires, hein, et donc, honnêtement, je m'attendais pas à avoir Yamcha ou Tenchinan, et dans un sens, c'est une très bonne idée, je veux dire. Ça Pour moi, plaira à plus de monde. Exactement. À la rigueur, le seul truc qui me manque, moi, maintenant, c'est peut-être Zabon dans le manga. Mais bon, ça, c'est vraiment un cas précis. Forcément. Mais bon, forcément, il y sera jamais. Évidemment, il y sera pas. Dans Mais les il est films, dans Teikashi Budokai 3. Hein. voilà, dans les Toujours films, il y dur. aurait des manières à faire des super personnages autour de couleurs. Enfin, pour pas trop que ça fasse doublon, il aurait une palette bien à lui, quoi. Numéro 13, c'est pareil. Il y aurait des trucs magnifiques à faire avec des structures, avec numéro 14, numéro 15. Enfin bon, il y a encore des folles idées à faire. Mais moi, ce qui m'inquiète avec Dragon Ball Fighter et sa palette graphique, je me dis, c'est si là, ils ont réussi à faire ça, qu'est-ce qu'ils vont faire pour la suite, quoi? Ils vont faire un Xenoverse 3. Et je pense pas, si Xenoverse 3 est annoncé, ouais, les gens, ils vont faire une drôle de tête. Enfin, je sais pas, j'ai du mal à me positionner sur le futur, en fait, avec ce jeu, maintenant. Mais c'est vrai qu'ils ont mis la barre très haut, donc c'est Ouais. vachement difficile Ah, ça, de dire qu'est-ce qu'ils graphiquement. vont faire de mieux. Mm. Ah, je suis assez d'accord, mais bon. Après, ils vont peut-être changer de style de jeu, ça peut être revenir à un simulateur de Dragon Ball, ou alors je sais pas moi, un jeu de cartes, ou alors un jeu de un Cluedo Dragon Ball, j'en sais rien moi. Ah, je sais pas. Mais c'est vrai que graphiquement, ça va être difficile de faire mieux, ou alors il faut vraiment Ouais, de toute façon, il est faire bien un presque... jeu qui soit de la même qualité que l'anime de Dragon Ball Z par exemple. C'est clair. De toute façon, le jeu est quasiment vendu sur ses graphismes, même si le gameplay, il est vraiment C'est très vrai. très bon. Là, alors on enregistre le podcast, là, j'ai justement joué à la bêta de Dragon Ball Fighter. Bon, je Ah pense oui, c'est pas, vrai, je c'était me, aujourd'hui. je me suis fait éclater, mais alors je ne comprenais strictement rien et tout. Ah non, mais Mais je ça me suis fait m'étonne pas, hein. massacrer. À un moment, j'ai lâché la manette, j'étais furieux, mais putain, c'est dégueulasse et tout. Et puis là, vers la fin, là, je commençais un peu mieux comprendre le système. Déjà, j'ai arrêté de sauter bêtement vers l'avant ou vers l'arrière, parce que j'ai compris qu'on n'arrêtait pas de me choper, quoi. Non, franchement, d'ailleurs, j'adore Sangohan Ultimate. C'est vraiment un de mes personnages favoris. Et étonnamment, j'adore jouer avec Freezer. Vraiment, je pensais pas du tout que j'aurais
que je kifferais le personnage de Freezer, et finalement si, je surkiffe quoi. Mais non, vraiment très très bien, le gameplay il est assez, bon bah voilà, il faut s'entraîner, et c'est vraiment un jeu qui va être sur la durée quoi. Mais oui, par contre le niveau des joueurs là-bas laisse tomber, c'est vraiment un jeu que je vais faire en online que pour jouer avec des amis, et puis pas plus quoi. Ouais, c'est mieux parce qu'il doit y avoir des spammers de la mort qui tue. Hein, Ouais, oui, tu te prends Mec, 3 les joueurs KMA d'emblée, tu fais compétitifs, ah oui merde. Ouais, c'est un peu chiant. Et du coup, non, toi, comment Mizumi, même si tu es plutôt de l'école Sparking, je le devine, donc toi, vis-à-vis de cette annonce, de ce jeu... Il a déjà acheté, il a précommandé le collector et c'est il est vrai. déjà occupé là. Je l'ai déjà reçu, je l'ai fini 2 fois. Ah Non, ouais. Vraiment? C'était il toi? m'a envoyé en exclu parce que voilà, ils savent que je suis le plus grand fan de ce jeu. Voilà, Et c'est ça. du coup, je serai leur critique et ambassadeur au Japon. Non, je déconne. Non, en fait, ce jeu, sincèrement, je m'en fous. Pardon? Non, je vais me faire Moi détester. aussi, on est trucs, hein, je veux dire. Mais C'est pas grave, les gens vont me détester, mais je m'en fous de ce jeu. Mais on aime te détester. on aime détester C'est Mission. très beau, j'insiste, hein, il est magnifique. Maintenant, ce qu'il propose, c'est un jeu de combat pur et j'aime pas les jeux de combat pur déjà. J'en ai eu quelques-uns, hein. J'ai eu des Mortal Kombat, j'ai eu des Street Fighter, j'ai eu qu'est-ce que Tekken, j'ai plein de jeux comme ça. Eh bien alors? Des Pikachu Fighter, des... Alors, Mizumi, qu'est-ce qui se passe là? Je crois Il que fait son le hater jeu- comme d'habitude, hein, c'est... Non, le jeu de combat que je kiffe, vraiment, en jeu de combat, ce serait Super Smash Bros, quoi. Sinon, Ouais, ça c'est génial comme jeu. Mais c'est vrai que j'attends Que le c'est prochain dit. sur Switch avec impatience. Ah oui. ah, ça, c'est un jeu qui va me faire délirer, ça part dans tous les sens, c'est plein d'humour, c'est plein de persos machin qui se foutent sur- T'es bon à Smash Bros? Ah. Non, si avec Fox, je suis pas mauvais. Mais Ah. le Tu dernier. spams son fusil laser et faisait bon quoi. On se fera un duel, un de ces quatre. Cheater. Hein. Non, j'adore ce perso. Et je le trouve très classe. Et, Moi je préfère Yule Link, c'est mieux. Fighters, voilà, c'est très beau, mais au-delà de ça, ça me propose pas ce que je recherche dans un jeu de Dragon Ball. Donc déjà de base, il est pas fait pour moi, il est pas fait pour le genre de fan que je suis, qui cherche plus, comme on le disait, un simulateur de jeu Dragon Ball. Je comprends. Bon, bah écoutez, À tant côté pis. de ça, mon jeu préféré de Dragon Ball reste quand même Budokai 1. What? Pur. Non, tu avais déjà dit, oui, je me C'est- rappelle, dans un précédent podcast, tout à fait. Ouais. Budokai 1. Ouais, Budokai 1. Oh la ouais, vache. ça reste Il y a mon jeu vraiment de des combat goûts bizarres. préféré sur Dragon Ball. Et c'est le seul que j'arrive à relancer. Vous pouvez me remettre Tenkaichi 3, je vais pas arriver à y jouer plus de 10 minutes. Je vous demande Ça- pardon? Il Quel est très jeu bien, il est très bien. Le Isu, tu vas avoir des gameplay est problèmes. génial. Non, mais le gameplay est génial, il y a un roster de fou. Il y a vraiment quelque chose, hein, sur Budokai Tenkaichi 3, enfin sur Sparking. Pour la Motor. petite anecdote, j'ai ressorti Tenkaichi 3, enfin Meteor Sparking en VO justement sur émulateur Dolphin. Bon, j'ai le jeu original donc voilà. Et je l'ai ressorti en HD. Oh, qu'est-ce qu'il est beau ce jeu en HD. Enfin, bon, les textures ont un petit peu mal vieilli, effectivement. Quand tu vois les mains en forme de frites et tout, tu fais ouais, bon, voilà. Mais ouais, je suis vraiment très attaché à ce gameplay, moi. Et, C'est le jeu que je préfère. Moi. non, mais il est génial, hein, il est génial. Moi, je pense que Enfin, mon c'est favori, qualité, c'était mais Neo j'arrive Sparking. plus à- C'était Tenkaichi 2, mon favori, je pense, à choisir. Parce que pour le mode histoire, il était vraiment très très fort. Il était bien, c'est vrai, il était bien. Mais voilà, ça reste des très bons jeux, les Sparking. En tout cas, le 2 et le 3, le premier, j'ai moins aimé. Mais c'était un coup d'essai. Mais je reste quand même plus attaché à Budokai 1, qui je peux me refinir le jeu intégralement, sans me lasser. Par contre, Sparking Meteor ou Sparking Neo, non, je vais avoir vachement de mal. Les musiques de Budokai, c'était Yamamuro, c'est ça? Oui? Ah, ça y est, c'est Yamamuro depuis... Yamamuro. Non, Yamamoto, n'importe quoi, je suis fatigué, je suis fatigué. C'est Je me dis la même chose en plus. Excuse-nous, il est tard. Yamamoto, oui. Je pense que c'est lui depuis D'accord. les siècles. Bon, bah hein, je veux dire. écoutez, très bien pour Fighter. Bah, je pense qu'on a fait le tour sur Sur le Fighter, jeu. Et ben, on va revenir. Tiens, donc- d'ailleurs, Jarnac, toi qui as fait la bêta niveau Mhm. musique de background musique, c'est bon ou c'est C'est... Bah, disons que j'ai un peu misé musique de Kikuchi un moment à côté pour que ça puisse me mettre en transe contre mes adversaires bien taquins. Mais sinon, les musiques sont pas trop mal, mais pour l'instant, celles que j'ai écoutées, il n'y en a aucune qui soit aussi intéressante et belle que la musique de Hit qu'on entend dans le trailer dernièrement.
La musique de Hit, c'est une musique de jazz et tout qui me fait penser à Cowboy Bebop du coup. J'ai pas beaucoup de références. Ah ouais. Et là, pour l'instant, je trouve sympatoche, mais ouais, c'est une musique de jeu de combat que tu entends tu pourrais l'entendre dans un autre jeu, quoi, en fait. Ouais, ça a rien de spécial, quoi, je veux dire. Ça n'a pas sa Mais c'est pas propre nul, c'est personnalité. pas nul pour autant. C'est pas les musiques de. Ah ouais, non. Ouais, enfin bon. C'est pas les musiques d'ascenseur qu'ils nous ont Accompagnement. mises pour les Tenkeshi en version européenne, par exemple. Oh, ça c'est mauvais. Oh, c'était honte. Ah, moi j'étais choqué quand j'ai entendu ça, quoi. Ah bah, vous avez de quoi. D'ailleurs, c'est pour ça que j'ai changé, j'ai mis les Kikuchi à la place. Ah bah, on l'a tous fait à l'époque, quoi. Il y avait un. Ah, l'avantage d'avoir l'émulation, c'est que tu peux trifouiller le Même jeu pas, même est- pas. À l'époque, il y avait un excellent logiciel. C'était fait pour PES à l'époque sur PS2. Et les gens, ils avaient bidouillé ce logiciel pirate. Et justement, avec ce logiciel-là, ils pouvaient changer la musique des jeux Ah Tenkeshi ouais, pas 2 mal, et ça. 3. Et moi, justement, il y avait un pote qui me passait le jeu en PAL, mais il avait changé les musiques à l'intérieur. Et c'était génial, quoi. Oh, c'est fantastique. J'avais acheté l'original, je précise. Donc j'étais dans mon droit. Ah, moi j'ai jamais acheté l'original. Vite, non, nous n'encourageons pas le piratage, nous précisons. Bien sûr. Voilà, donc bah du coup pour Dragon Ball, bah voilà, on a fait le tour pour ça, donc on va passer sur Dragon Ball Super sur l'année 2017. Alors qu'est-ce qui s'est passé en 2017? On nous a annoncé le tournoi du pouvoir. On était rincés, on avait eu Black Goku, on était contents, et on nous annonce une Dream Team. Enfin, une Dream Team qui était assez bizarre parce qu'il y avait pas Son Goten et Trunk et il y avait Tenshinhan et Kuririn. Et une Dream Team Comme contre... Sénine. Comment? Comme Sénine. T'as dit quoi? Il y avait Kame Sennin aussi. Oui, Kame Sennin, pardon, excusez-moi. Et donc c'est une bon. Dream Team assez bizarre, mais bon, voilà, on était vachement enthousiastes. On se disait, mais qu'est-ce que c'est que ce nouveau tournoi? Qu'est-ce qui va se passer? Eh ben, 2017, c'était un peu les montagnes russes, quoi, les hauts et les bas. C'est-à-dire que des fois, il y avait des choses où on était extrêmement bien surpris. Je pense à l'épisode de Freezer chez Baba, par exemple. Et d'autres où vraiment, l'épisode, forcément, moi je me sens un peu impliqué là-dessus, mais l'épisode de Tenshinhan dans son dojo, quoi, qui était pour moi C'est pas fou, quoi. qui était minable, mais alors d'une force. On l'a vu juste après le concert, cet épisode, on était tous ensemble. Hein. Ah oui, c'est vrai, en plus, on l'a regardé à l'hôtel. Hein. Il y avait Shonen Gohan, il y avait Gokujo, bon, qui n'est pas là ce soir, et qui passe d'ailleurs le bonjour à tous les auditeurs qui nous écoutent encore. oui, c'est vrai, ouais. Nous avons oublié de le dire, mais tout à fait. Et qu'il est très triste de pas être là, mais bon, il avait autre chose à faire. Mais il sera là dans le prochain podcast. On n'est pas assez important pour lui. c'est Rassurez-vous les filles, Il a dit qu'il se reviendra. repassait en boucle. Il a dit qu'il se repassait en boucle à l'épisode de Tenshinhan en fait pour essayer de contracter la folie pour voir si ça marchait vraiment. L'épisode Le qui a fait pauvre. d'ailleurs scandale, justement, qui a reçu un avertissement parce que justement, cet épisode donnait l'impression que Son Goku cautionnait ce qui allait se passer entre Kame Sennin et la jeune fille, là, la jeune disciple. Yuri. Curine. Oh, Oui, épisode bah, vraiment là, honteux. franchement, ça c'est un peu le. Malheureusement, je trouve la Toei, ce qu'il fait dans Dragon Ball Super, c'est qu'elle abuse sur le stéréotype du personnage. Et là, elle a complètement craqué. Ah oui. Je pense. Je sais pas, Je vais vous dire un c'est- truc. c'est le comme les Kame- doubleurs, c'est comme les traducteurs VF de l'anime, quoi. Ils ont fumé du calgon, c'est pas possible parce que. Allez, Kame Sennin, ça devient. Pourtant, moi, je suis pas vite choqué par ce genre de truc. Mais là, je me suis dit, ils vont fort quand même. Je veux dire, ok, d'accord, on sait que Kame Sennin, il est un peu pervers sur les bords. Mais là, c'était quasiment du viol presque. Je veux dire, on Je va vais se vous dire calmer. un truc, je vais vous dire un truc là, le Kame Sennin qui est envoûté là dans l'arc de Garlic Junior lorsqu'il essaie de s'en prendre à Maron, il est tout aussi effrayant que le Kame Sennin de cet épisode là. Mais clairement, Et mais clairement. Dieu sait qu'il est effrayant dans la saga Garlic Junior. Dieu sait qu'il est vraiment effrayant. Bah, on va faire très simple. C'est quoi les moments forts pour vous de cet arc? C'est quoi ce que vous avez aimé dans cet arc? Si, j'ose le dire. Ah, il faut aimer des trucs dans cet arc. Alors, Voilà. non, mais il y a bien un truc que Non, vous mais avez aimé. honnêtement, je pense que, enfin, quand on a parlé du 122, je l'ai déjà dit, le spécial de 109 et 110, ça c'était quand même vachement pas mal pour faire bien français. Allez, on voit que ça a été bien monté les deux épisodes. Et bon, même si la transformation on la connaissait depuis 3 mois, parce que bon, la Toei l'a spoilé depuis des siècles, mais finalement la mise en scène était quand même vachement bien. Bon, Bah, de toute façon, et- là, on en a déjà parlé dans le précédent podcast là, de ces épisodes-là. Mais donc, du coup, il y a que Mais ça c'est vrai tu que as voilà, aimé, quoi. ces épisodes-là, moi je les ai bien aimés. Voilà. Celui, Il n'y en avait pas d'autres? allez, Ou un celui personnage, où il y un a, concept? où il y a Goku qui fait du surf sur le Kikoa de Kefla, c'était pas mal aussi.
Même si bon, les couleurs c'est un peu bonbon, c'était un peu n'importe quoi, mais je veux dire, Elle est bien la mise en scène était pas mal, je trouvais. Donc, allez, on voit qu'il y avait une espèce de climax entre les deux, et je veux dire, c'était D'accord. c'était plutôt sympa. Après, bon, oui, déjà, bon, le fait que Gohan soit un peu plus Ah, normal, je veux enfin dire quelque chose qui un peu allait. moins empoté. Ouais. que franchement, Ça, c'est ça clair fait quelque qu'ils ont chose fait des efforts. d'intéressant et de pas non plus n'importe quoi où il se fait, oui, il se fait acupuncturer par Freezer. Est-ce que On tu as aurait envoyé dit, une lettre de remerciement à la Toei Animation pour ça? on aurait dit Milo du Scorpion, tu vois. Hmm. Scarlet Needle. Non Pardon. mais t'as envoyé une lettre de Euh, remerciement à la Toei ou pas du coup alors? Qu'est-ce qu'il dit? T'as envoyé une lettre à la Toei Animation pour les remercier là, pour leur dire merci Non, pour si ce je dois jeu? envoyer une lettre à la Toy Animation, ça va pas être une lettre très aimable, donc je vais Bah, je vais bravo le là, dis redire. donc. Mais non, non, mais allez, voilà, ils ont fait de Gohan ce qui devrait être, je veux dire. C'est un personnage qui n'est pas se battre, mais quand il faut se battre, il se bat correctement, je veux dire. Il fait pas n'importe quoi comme D'accord. contre Freezer où il a oublié son gi et il a oublié comment redevenir Ultimate Gohan. Je veux dire, la bonne affaire. Donc ça c'est bien aussi. Honnêtement, l'ajout de Caulifla de l'univers 6, bon, le design est très simple, mais j'aime bien son caractère un peu Bah, on mafioso va comme ça. passer personnage sur personnage après. Ouais, c'était juste dans l'ensemble déjà si vous aviez aimé du coup là-dessus. Du coup, toi, Bah, du Mizumi, coup, il y j'ai a rien à des... dire. ouais. Du coup, toi, Mizumi, il y a des choses que t'as aimé là-dessus ou pas sur cette partie? Ou pas du tout, très peu. Alors non, il y a quand même des choses que j'ai aimées. Je critique beaucoup DBS, mais il y a aussi beaucoup de choses que j'apprécie. J'ai bien aimé Zeno, en fait. Franchement, ça n'a pas l'air comme ça, mais finalement, le personnage, il est très influençable. Il explose des univers à tour de bras, comme s'il s'agissait d'une sortie de jeu pour une balle aux prisonniers, alors qu'en fait, il s'agit vraiment de leur vie, quoi. Enfin, en tout cas, on suppose. On ne sait pas où ils sont envoyés. En tout cas, ils disparaissent littéralement, quoi. Ils sont annihilés. On ne sait pas où ils vont. Ils sont effacés. Oui, donc ils Ils sont disparaissent effacés. complètement. Ils Ils sont sont morts, effacés. morts. Grosso modo, c'est comme s'ils avaient c'est jamais terrible, existé en fait. C'est ça que ça veut dire. terrible ce qui Exactement. se passe. C'est terrible ce qui se passe en cas d'élimination. Et Zeno fait ça avec le sourire, comme s'il s'agissait effectivement d'une sortie de terrain. Voilà, bon bah c'est bon, t'es sorti des limites, paf, tu t'es éliminé quoi. C'est, on Paf, croirait paf. ouais, on croirait vraiment une partie d'un jeu entre enfants, alors que pas du tout. C'est tout ça quoi. Il s'agit vraiment de la vie et de la mort des participants, bon, et de leurs univers qui n'ont rien demandé d'ailleurs. Zeno donc, Caulifla, vraiment Caulifla. Contre Le toute côté un attente, peu tu as aimé Caulifla? Caulifla, oui, Kale, je la supporte pas, mais Caulifla, oui. Elle est cool, Caulifla, Caulifla. elle a un caractère bien trempé, elle a ce côté. La CU est géniale, la CU est géniale, avec les airs roulés bien Yakuza, là, c'est génial. Ouais, c'est fantastique. je Les trouve. fans de Sensei Omega connaissent aussi. Tout à fait. Ah bon? Elle a fait qui? Quoi d'autre? Paradoxe. Quoi d'autre Ah, oh, ouais, lol. Ouais, Pas mal, venez. Qui d'autre Bah ouais, Qui tu te d'autre rends compte le lien entre Broly et Saga, bah tu l'as tout de suite maintenant. Deux personnages badass dans deux œuvres, bah deux personnages féminins dans des suites. Donne une Ah. autre, puisqu'on est côté Seiyu, je vous dis, vous savez, Caulifla du Gémeaux. non, vous savez, la gamine là, qui se fait fusionner à son chien par Shaw Tucker dans Full Metal Alchemist. Ah oui. Mais j'ai pas vu Je me rappelle tout plus son l'anime. nom, mais oui, je vois. Oui. Ina, en fait. Et bah, c'est la voix de Zeno, en fait. Ah, c'est vrai. Ah, mais j'avais jamais Ouais. fait le rapprochement. C'est bien ça. La voix de Togepi aussi dans Pokémon, la voix de Togepi de Pokémon aussi. Voilà. Bah, je ne regarde pas Eh Pokémon. bien, tu as reçu des choses. Bravo, Mizumi. Bon, franchement, heureusement. Misupédia. Misupédia. Vous me complimentez dans la meilleure partie du podcast. Là, Dragon Ball Super, c'est pour moi c'est une consécration. C'est une Ah oui, consécration. tu es l'encyclopédie Dragon Ball Super. Quoi. Bah, si vous le voulez Ouais, bien, tu on va vois. peut-être Et parler de puis, quelques personnages, peut-être sur Dragon Ball Super par exemple. Déjà, par exemple, le gros. Juste pour dire un autre truc que j'ai kiffé, effectivement, bon, ça a été cité, Ah, pardon, le vas-y, combat termine. contre Killfla était très bien. J'ai beaucoup aimé Goku Kaioken là contre Jiren, le 109, l'épisode 109. Franchement, j'ai plus aimé ça encore que le Megate no Goku. Tout pareil. J'ai bien aimé les séquences de Shida aussi. Goku, Megate no Goku, envoie un Kikora qui le projette en arrière. Il arrive contre la tour, il prend son élan, il veut puncher Jiren. J'ai trouvé ça génial. Du très beau Shida. Kashi, une belle découverte aussi. Bon, il était déjà présent sur l'épisode 13, hein, mais corrigé par Yamamuro, donc presque méconnaissable. Mais une belle découverte que Takahashi qui s'inspire de Yamamuro des années 90 avec brio. Mhm. Euh,
De nouvelles BGM pour l'arc. Des nouvelles Oui, background music pour enfin, bah l'arc. on l'avait dit dans le précédent podcast, effectivement, mais il y a des BGM qui commencent à être vraiment de bonne qualité. Ouais, ouais, je suis d'accord là. C'est vrai que Sumitomo, il commence à envoyer. Ouais. On l'a beaucoup Je vais en critiqué, citer mais deux. là, ça y est. Oui, moi en premier. Il a enfin démarré. Sumitomo, franchement, à Mais là, ceux franchement, qui c'est Sumitomo cool. coupé, on complimente pas souvent Sumitomo, mais là vraiment, il y a deux BGM que je cache pas, je les réécoute régulièrement. C'est celle où on a Vermouth, le clown, qui vient parler à l'oreille de Jiren en disant Ah, elle Jiren, est belle cette musique. J'aime beaucoup aussi. Ouais, je m'en souviens quand plus, il tiens. apparaît comme ça, quand il Ça m'étonne apparaît pas. comme ça à côté de Jiren qui lui dit bon ta cible c'est Goku, t'y vas. J'adore cette BGM. Et puis celle qui s'appelle Tag Team quelque chose là, c'est quand Gohan il va combattre Pyrinel et machin, là, les deux Namek là. Mhm. C'est génial cette BGM. Et qu'on a Piccolo qui se relève blessé comme ça, qui dit oui, Gohan, machin, bref, faut qu'on fasse équipe, je sais plus quoi là. J'adore cette BGM là aussi. C'est vraiment, je les réécoute, je peux les réécouter 10 fois d'affilée sans me lasser, quoi. Moi, ma BGM favorite pour l'instant, Dragon Ball Super, bah, c'est celle qui accompagne Sangoku en Saiyan Blue contre Jiren, justement, dans l'épisode 109. Pour moi, je pense que c'est ma favorite dans Dragon Ball Super. Et aussi, c'est vrai. Et bon, bah, sinon, de mon côté, bah, ce que j'ai aimé, bah, il y avait une belle promesse au début de débat. Voilà, t'avais tous les autres dieux de la destruction. C'était intéressant d'avoir. Tu as eu quelques petits développements qui étaient assez intéressants. Moi, je pensais naïvement, effectivement, qu'on aurait un épisode par personnage. Je me disais, bon, bah, ils sont obligés de faire briller tous les personnages de la Team 7. Haha, bah non, pas pour Tenshinhan, malheureusement. Mais non, j'ai quand même pas mal aimé des épisodes là-dessus. J'ai bien aimé Kel et Khalifa, enfin surtout quand elles ont fusionné, je trouve que c'était un très chouette épisode. Je sais que voilà, ces deux personnages sont très critiqués, voilà, notamment sur les réseaux sociaux, ce sont des putes, ce sont tout ce que tu veux. Moi, pour l'instant, je trouve que c'était de bonnes trouvailles et j'ai vraiment envie d'en savoir plus sur leur univers, du coup, maintenant. J'ai vraiment envie qu'on s'intéresse, qu'on découvre la planète Sadara, enfin la planète Salade, quoi. J'ai vraiment envie d'en savoir plus, j'ai vraiment envie de savoir ce qu'ils vont devenir, est-ce qu'on va les revoir et tout, Vegeta va-t-il ressusciter leur univers? J'espère que oui, ou tout du moins que tous les univers disparus fusionnent avec l'univers 7, ce qui pour moi serait une excellente idée, comme ça, voilà, t'as plus qu'un seul univers et puis ça serait parfait. Non, il y a des choses que j'ai beaucoup aimées, mais je pense que comme Shunan Gohan, je pense que ce que j'ai le plus retenu, bah, c'est l'épisode 109. Pour moi, c'est l'épisode de Dragon Ball Super de 2017. S'il devait y en avoir qu'un seul, bah, ce serait pour moi celui-ci. D'accord. Eh bah, Oui, c'est clair. Eh ben voilà, bon bah écoutez, merci de être d'accord avec moi. C'était bon. On va De peut-être rien, passer- c'est toujours un plaisir. On va peut-être passer un petit cas particulier, c'est le cas de Ribrian. Alors, effectivement, vous Non, n'êtes pas non, sans non, pas savoir ça. qu'elle a beaucoup énervé les réseaux sociaux. Elle a beaucoup Oui, énervé elle a- les gens avec le truc Magical Girl. Enfin, c'était une parodie de l'anime Précure. Je crois, l'anime de la Toei Animation qui fonctionne le mieux jusqu'à présent, qui... Voilà. Donc, vous en avez pensé quoi vis-à-vis de Brian? Vous comprenez qu'on la déteste ou finalement vous trouvez que c'était un peu exagéré ou voire disproportionné? Bah, moi, honnêtement, j'aime pas ce personnage. Oui, complètement. Mais je trouve quand même que c'était très disproportionné. Il y a des gens ils ont pété des câbles, je veux dire. Ah oui, ça. Ça va les insultes, ça va les trucs, les machins. Ah, c'est le moins qu'on puisse dire. Bon, ok, j'aime pas Rigbian parce que comme tu dis, c'est un... Bon, ok, j'ai compris que c'est une parodie de Précure. Bon, déjà, Précure, c'est pas mon truc, mais je veux dire... Moi non plus. Dans le sens, c'est bien de faire un personnage parodique parce que Toriyama adore faire ça, donc... Dans le sens, c'est très Dragon Ballesque, je veux dire. Tout à fait. D'ailleurs, dans Dragon Ball, il y en a des tonnes de... Le Toku Sentai, bon sang. Voilà, je veux dire, rien que ça, je veux dire, mais je trouve que, encore une fois, Toei a une très bonne idée, mais ils en font des tonnes, donc du coup, Ouais, c'est c'est plus vrai. énervant qu'autre chose. Mais dans un sens, bon, allez, c'était marrant, je veux dire, en même... Mais ce qui est le plus drôle, c'est que moi j'ai préféré quand c'est les trois derniers survivants, là, c'était Ah. des hommes, Ah oui, Et qui- Sir Loin et eux ses ils se sont potes. transformés en Rubilan et ses copines. Donc toi, moi j'ai préféré la parodie de la parodie, tu vois. Je veux dire, Ah, Sir Loin, il m'a fait mourir de rire justement avec les Ah mais pouvoirs c'était de génial, je trouvais, Brian. je veux dire, c'était tellement ridicule, je veux dire, dans le sens, Il faut savoir que t'avais un Sir Loin, mec c'est qui un était personnage que transformé j'aime. en maître, comment dire, comme ils disent. Franchement, c'était fantastique, je veux dire. Excuse-moi de Oh, te D'ailleurs, couper. j'aurais dû le signaler comme épisode que j'apprécie, parce que c'est complètement con, mais bizarrement, j'ai préféré ça, tu vois, que Ribrianne elle-même, parce que les trois survivants, ça a duré genre un demi-épisode, quoi. C'était drôle, ok, d'accord,
hein, avec la déesse de la destruction qui était toute folle parce qu'ils ont eu un éveil machin. Euh, Ça c'était drôle parce que c'était juste, c'était court quoi, je veux dire, ça a duré un demi-épisode, c'était très bien. Ribrian, je suis désolé, ça a traîné pendant, je sais pas moi, 10-15 épisodes, j'en sais rien. Allez, ok d'accord, on a compris une fois, mais le gars qui a répétition, c'est pas vraiment mon délire quoi. Donc c'est dommage parce que l'idée du personnage, encore une fois, est pas mauvaise, hein, parce que au départ, Ribrian c'est une jolie fille, je veux dire, dans son univers. Puis quand elle se transforme, elle devient moins jolie du coup. Ouais, c'était rigolo ça. C'est très belle Toriyamesque, parodie. je veux dire, dans le sens où il aime bien un peu se moquer, je veux dire, des trucs du genre. Donc, encore une fois, l'idée est bonne, mais ils ont tellement insisté dessus, comme qu'avait Céline avec Yurine, que finalement, moi j'aime plus ce personnage, parce que moi quand elle s'est fait éliminer, finalement, j'étais content, parce que je me dis, ok, on n'aura plus ces bêtises pendant D'accord, tournoi, mais donc. par contre, excuse-moi de te couper, mais moi ce que j'avais beaucoup aimé justement, Écoute, c'était moi, avec. ça, je te dirai rien non plus. Je m'en vais, hein, c'est bon, ok, Non, d'accord. non, non, mais juste là, pour rebondir sur ce que tu disais sur Zirloin, justement, moi, c'est un personnage C'est que que je j'avais parle trop, remarqué t'as depuis raison. le début. Et en fait, ce personnage ressemblait beaucoup à Thanos, Wardrax dans les comics et tout. Donc, moi, je l'attendais. Ah, il a l'air balèze, il a l'air fort. Mais si je m'attendais une seule seconde qu'il soit transformé en une sorte de magical girl, mais je me suis pas de. Mais franchement, ça m'a un peu choqué. Et finalement, j'étais mort de rire, quoi. La Moi aussi, parodie sérieusement, m'a fait mourir de rire. Je trouvais que c'était assez efficace. voilà, mais ça a pas duré 50 ans, quoi. Je veux dire. Non, non, un épisode et c'était très drôle. C'était très, très Voilà, drôle. c'est ça que c'est ça que pas je regrette, Tu vas y mais je arriver. reproche à Ribrian, c'est que ça a duré trop longtemps, quoi. Ah ouais? Une fois ça va, mais à la limite tu peux refaire le gag genre 10 épisodes plus tard, mais bon, là c'était chaque épisode, quoi. Moi, tu vois, à un moment, Ribrianne, elle m'a mis le doute. J'ai vraiment dit, je me suis dit, mais en fait, ce serait pas la nouvelle Mister Satan? Et si elle gagnait à la fin le tournoi ou une connerie comme ça? Mais ouais, Ça, à la limite, je me suis moi, posé la honnêtement, question. pourquoi pas, je dirais, comme tu dis, c'est un frère un peu Mister Satan, ça serait marrant, quoi. Mais bon, voilà, quoi, pas Ah, 50 mais ans, l'épisode quoi. 109 où t'as Vegeta qui l'éjecte d'un coup lorsque Son Goku va faire son Genkidama, mais comment j'ai rigolé là-dessus. Non, non, elle a bien été tournée en ridicule, le personnage. Ah oui, bah, c'était le but, hein, je pense. Oui, Que oui, c'était bien un but. entendu, c'était amusant. Mais bon, voilà, quoi, c'est dommage qu'ils ont trop tiré sur la corde, je veux dire. Peut-être. Et du coup, ça attire toute une sorte de rage, de trucs, bah, de rage que je comprends pas, parce que bon, c'est qu'un personnage Les gens ouais, ils l'ont mal. d'anime, je veux dire, on va se calmer, hein, je veux dire, faut pas commencer à les insulter, non. Pour les gens, voilà, ils avaient rien à faire avec. La Magical Girl n'a rien à faire dans Dragon Ball. Donc, Ouais, voilà. bah allez, je suis désolé, Toriyama, il fait que ça, je veux dire, hein. Excuse-moi, mais je sais pas moi, quand Goku va voir Harale, et qu'Harale parle de caca, oui, bah ça a rien à voir avec Dragon Ball, parce que c'est pas badass, ni rien. Bah Non, là, non, c'est bon. un autre manga, à la rigueur, donc voilà. Ouais, mais bon, je veux dire, voilà, je veux dire, il faut pas commencer à dire oui, ça n'a rien à voir avec Dragon Ball. Oui, Ouais, enfin, non, non, oui. mais je suis d'accord avec toi là-dessus. Et du coup, toi, Mizumi, sur tout ça, sur Ribrian, tu es de Mais ils sont quel côté? endormis. Avec ce que disait Shonen Gohan, c'est-à-dire que Ribrian est un personnage conçu pour amuser. Ça part d'une bonne idée, qui, à l'image du Ginyu Tokusentai, de l'escadron spécial Ginyu sur Namek, qui était une parodie des Super Sentai. Ribrian et ses comparses, c'est une parodie des Magical Girls. Bon, on a déjà eu un humour comme ça, parodiant un phénomène culturel japonais. Là, en l'occurrence, bon, les Magical Girls, si ça n'avait pas duré aussi longtemps. Et il a fallu quand même, c'est parlant, cette scène de Vegeta que tu citais, Olivier, tout le monde était en mode « Oh, ça y est, punaise, elle l'a mérité, c'était cherché, cette attaque de Vegeta qui l'éjecte. » Et si les gens ont réagi comme ça, c'est que trop, c'était trop, quoi. Et Ribrianne, ça, c'est le sentiment que j'ai eu, c'est qu'au début, elle m'a fait vachement marrer. Je me suis dit, oh, putain, elle se transforme en gros thon, c'est marrant. Alors qu'elle est super jolie. Ça, la tête, c'est dit. Devient grosse et laide, elle ressemble plus à rien. Bon, alors non, c'est l'inverse. Mais je trouve ça génial, c'est cool. J'aime bien les personnages moches que dessine Toriyama d'ailleurs, hein, ça m'amuse. Hein. Punta, il est moche, hein, le gros mec là, que Lilin il combat au 27e Ouais, Tenkaichi je vois Budokai. tout à fait. Tenkaichi Budokai. Bref, du coup, bon, Ribrian, ok. Mais par contre, Ribrian, et j'ai bien aimé aussi l'intervention de ses comparses masculins, parce qu'effectivement, c'est court. Et c'est ce que j'aurais aimé pour Ribrian. Court. De momentané sur un épisode ou deux maximum, mais pas sur autant, pitié, non. Ouais, je suis Ça aurait pu d'accord. être plus drôle.
Par contre, les comparses masculins, c'était une demi-partie de l'épisode, là, pop, c'est bon, ils ont été éjectés, fin, on a bien réglé, on s'y attendait pas, c'était soudain. Effectivement, ce gros type, ce gros tas de muscles, si rare dans Si Dragon loin. Ball Super, les muscles, si rare les muscles dans Dragon Ball, les colosses, on n'en voit plus. On en voit un, le gars, c'est en fait, c'est un travelot, c'est rigolo, c'est génial, moi. Moi, ça m'a fait marrer, pareil. Ah, pareil, ça te fait. Et pour finir dans tout ça, parce que là, je vois qu'on a pas mal Juste pour débordé. Brian, Attends, bon, juste je te pour laisse Brian, finir. un truc que je suis vachement content quand même pour elle. J'ai la même impression que numéro 18, c'est que finalement, elle n'était pas si nulle à chier que ça, quoi. À la fin, numéro 18, on l'entend Oui. dire, ouais, finalement, ils étaient très cool, ces persos-là. Mais ils sont ce qu'ils sont, ils sont fidèles eux-mêmes, et contrairement à beaucoup de personnages de DBS, je trouve qu'ils ne se trahissent pas. C'est vrai. Non, c'est difficile, hein, je veux dire. Ils ne se trahissent pas. Ils ne se trahissent pas. Ils sont ce qu'ils sont jusqu'au bout, jusqu'à leur totale disparition. Et ben, finalement, ils sont menés d'une main de maître, ce serait exagéré, mais ils sont bien menés, ces personnages-là. Trop longtemps, mais bien menés. Ça, c'est vrai. Et du coup, parce que là, on a un petit peu débordé, donc on va faire un petit peu vite pour le reste. 2017, l'année de numéro 17, oui ou non pour vous? Ah, moi, je trouve qu'il y a... Oui, parce que, oui et non, mais Il je a veux dire, fait pas mal de oui, parce choses. on le voit quand même beaucoup dans le tournoi du pouvoir. Il est relativement mis en avant. Voilà, il a quand même buté quand même pas mal de types, hein, je veux dire, je ne sais plus combien, mais il est vachement présent. Et je trouve que bon, il reste dans son caractère, je veux dire, il n'est pas trahi, entre guillemets, je veux dire. Parce que personnellement, moi, Goku TBS, je ne trouve pas que ce soit le Goku que j'ai connu, entre guillemets, dans Dragon Ball Z, si je peux dire. Parce que bon, dans Dragon Ball, il y a la limite, mais je trouve que C17, il est bien respecté dans son ensemble. Il a toujours ses techniques d'époque, je veux dire. Hein, Ah oui, ces techniques sont très efficaces dans ce tournoi. Bon, on peut se demander comment il a atteint un niveau aussi élevé que le Super Saiyan Blue. Mais bon, la après, magie. On va pas trop s'en poser de questions. Mais voilà, honnêtement, moi j'ai beaucoup aimé ses interventions dans le tournoi du pouvoir. Donc, il est un peu il est un peu devenu oui. couteau suisse numéro 17. C'est-à-dire que c'est lui qui a toujours l'aptitude qu'il faut en fait, au moment précis. Ouais, c'est vrai. Puis d'ailleurs, c'est grâce à lui qui bute le Hachiak de numéro 2. Là. Dans une scène qui n'est pas... Très jolie scène d'ailleurs, franchement. Qui fait rappeler le film 10 avec Broly, quoi. Tu remplaces Trunk par numéro 17 et c'est bon. Voilà, quoi. Non, c'est vrai que numéro 17, c'est un peu la guest star, c'est un peu le gars qu'on... Ah bah tiens, on a remis numéro 17, les scénaristes, je pense qu'ils l'ont beaucoup aimé parce que vraiment, il est vraiment très très mis en avant. Mon seul petit regret que j'aurais à faire sur numéro 17, c'est que il n'a pas d'interaction avec Piccolo, si ce n'est quand il arrive au Capsule Corp, mais sinon dans la bataille, j'aurais bien aimé avoir quelques petits trucs avec Piccolo, ça aurait pu être très sympa. Mais ah ouais, Piccolo est beaucoup avec Gohan, du coup, c'est logique. Hein. Bah ouais. Piccolo préfère la Métis Saiyan, qu'est-ce que tu veux. Piccolo préfère perdre ses bras à chaque épisode, surtout. Oui. Là aussi, il aime bien ça. Donc forcément, et comme C17 préfère rester avec C18, D'ailleurs, on n'en a pas parlé, mais les deux Namek de l'univers de Champa, là, Célinel et... Comment il s'appelle? Je sais pas, t'as perds leurs membres toutes les 2 secondes, c'est chiant. Ouais, Saonel et... Comment il s'appelait l'autre? Pinita? Pyrinel. Voilà. Et franchement... Escargot et Escargot, quoi. On a beaucoup rigolé de ces deux Namek. Ah, il reste plus que ces deux-là. Ah, les nuls et tout. Moi, franchement, j'ai bien aimé leur combat, en tout cas. J'ai bien aimé leur prestation. Certes, c'était pas de grand danger pour l'équipe, mais je trouvais qu'ils s'en sortaient bien. Ils ont quand même tenu... Allez, ils ont quand même bien tenu, je trouve. C'est-à-dire, ouais. C'est que j'en entendais pas beaucoup non plus, parce que je dis, ouais, ce n'est que des Namek, je veux dire, mais finalement... Tu as tout à fait raison, on en attendait pas beaucoup. Ils étaient quand même bons, finalement. On n'en attendait pas beaucoup, et c'est peut-être pour ça qu'on a été agréablement surpris. Surtout qu'ils ont fusionné apparemment avec tous les Namek du monde. Oui. Ça au moins ça se tient, ça se tient, j'ai bien aimé. Pour faire un genre de Gast x2, ouais. Donc du coup on comprend pourquoi il tient... Ils ont bien tenu, ouais. Mais c'était une bonne idée, je trouve. C'était une très très bonne idée, ça, j'adore. Voilà, bon pour Brian, pour numéro 17, pardon, on a fait un peu le tour. Sauf si tu as quelque chose à racheter, Mizumi, sur numéro 17 peut-être? Numéro 17, effectivement, c'est un peu le personnage qui sort tout le monde des mauvaises situations. Il arrive au bon moment, c'est cool. Bon. C'est l'homme qui tombe à pic. Ajouter sur Pyrinel ou Pyrina ou je sais pas quoi et l'autre, les deux Namek. Salmonelle et Pyrinel. Pardon. L'autre, j'ai toujours envie d'appeler Slug. C'est d'actualité la salmonelle.
Bon, bah, très bien. Très très jolie scène de Naoki Tate là contre Gohan. Punaise, j'ai kiffé cette scène. Mais plus encore que ce que j'ai pu voir de Yuya Takahashi sur le dernier épisode là dont on parlait en début de podcast, hein. Ça m'a vachement plus marqué la scène de Tate que la scène de Takahashi. Que les scènes Ou de tu vas te faire déchirer. Hein. Tu peux pas dire ça à nos auditeurs. En tout cas, sur ce combat-là, je l'ai kiffé. Bon, bah écoutez, si Ouais. on a fait le tour là sur l'actu, bah, on va pouvoir s'arrêter là. Et donc, bah écoutez, on arrive à la fin de le podcast, donc on va peut-être passer à nos recommandations. Donc, alors, Shunen Gohan, qu'est-ce que tu as à nous recommander cette fois-ci? Alors moi j'ai un manga pour pas changer, hein, parce que bon, Encore? ben oui, hein, j'aime bien ça. Puis c'est vrai qu'il traîne, enfin je l'ai lu il y a quand même quelques temps, Mhm. et il traîne un peu dans le coin, donc moi il y a, je sais pas quand je l'ai acheté, mais il y a quelques temps j'ai acheté School Judgment de Takahashi Obata, Un Que truc de Takeshi guerre. Non mais, Takeshi Obata, oui c'est ce que j'ai dit, non? Mhm. je vais le taper. Bah, sur la boîte il est marqué Takeshi Obata, je suis rien, hein. Sur la boîte. La boîte, c'est quoi Oui, j'ai ça? un coffret 3 Ah, j'ai les 3 tomes, hein, en fait, ça tient en 3 tomes, et les trois tomes, quoi. il est marqué Takeshi Obata, donc Au bateau. T'avais dit Takahashi Obata, je crois, non? ah, c'est possible. Mais bon, j'ai peut-être mal lu. Enfin bref. Donc, Takeshi Obata qui a fait Hikaru no Go et un autre manga dont j'oublie, très célèbre. Death Note, je crois. Death Note, voilà, c'est ça. Ou Bleach. J'ai lu toujours entre Bleach et Death Note. Terrible. Dite Kubo, un truc comme ça. Enfin bref. Donc, c'est quand même quelqu'un de connu. Bon, le scénario, je connais pas ce type, c'est Nobuaki Enoki, mais bon, ils sont en duo, donc lui il fait le scénario et Obata a fait les dessins. Donc c'est pas un manga qui plaira à tout le monde parce que c'est un peu enfantin dans le sens où bon ça se passe à l'école primaire. Mais ce qui est marrant, ce qui est intéressant, je trouve que c'est très original déjà parce que ça parle dans des temps un peu c'est en 2012 et au Japon l'école va mal parce que il y a des il y a de la délinquance et tout ça, donc ils ont décidé d'instaurer des tribunaux scolaires à l'école primaire. Ah, ils ont oublié Battle Royale. C'est un peu ça, mais en plus gentil quand même. Donc il y a forcément un avocat, et un procureur général et un accusé, mais c'est tous des enfants. Et donc il y a une intrigue autour de certaines affaires. Je veux dire, je crois que la première affaire c'est le poisson rouge de l'école qui a été découpé en morceaux, en sushi on pourrait dire. Mhm. Donc il y a Très vegan. le premier tome va tourner autour de qui a fait cet infâme meurtre. Et honnêtement, je trouve ça plutôt sympa. Au départ, quand j'avais vu ça sur internet, j'avoue que j'en entendais pas beaucoup. Mais quand j'ai vu que c'était Obata qui faisait les dessins, je me suis dit tiens, ça vaudrait peut-être le coup de regarder. Et au final, bah, j'ai pas été déçu. C'est très bien dessiné. Le scénario est tout aussi bon. Le plot twist de la fin est plutôt surprenant. Mhm. Donc franchement, c'est en 3 tomes, donc ça se finit assez vite. Hein. Pour les gens qui n'aiment pas les trucs en 500 tomes, eh ben, ce sera vite fini. 500. Donc voilà, moi j'ai lu ça, j'ai beaucoup aimé. Bon, il faut un peu aimer les histoires à l'école et tout ça, les enfants, machin. Ça ne plaira pas à tout le monde, mais voilà, c'est une œuvre, je pense, mineure d'Obata. Et j'ai beaucoup aimé, donc s'il y a des fans de Obata, ben, je leur conseille de prendre cette œuvre. Eh ben Voilà. c'est noté, très bien. Bon bah écoute, ça a l'air sympa en tous les cas. Et c'est toujours bien dessiné, c'est toujours les dessins par rapport à Death Note ou à Hikaru no Go, c'est toujours dans la même lignée? Ou ça a un Oui, petit peu franchement, évolué? c'est vraiment dans le même style. Donc, je trouve qu'on reconnaît bien Obata dans les livres. Ah, parce que bon, moi j'ai vu un peu le manga Hikaru no Go. Et franchement, on reconnaît bien son style, même si forcément il est adapté je veux dire, au manga, mais je trouve, parce que là je suis en train de le feuilleter, on retrouve vraiment son style de dessin, et qui est très bon, je trouve. D'accord, oui. Bon, c'est peut-être un peu plus il a un simplifié putain de parce que style. c'est un truc plus pour enfants, je trouve, mais C'est-à-dire que Obata, il a cette faculté de savoir adapter son trait à l'histoire qu'il veut raconter. Entre Bakuman, entre Death Note, entre Hikaru no Go, voilà, Bakuman, c'est ça que je cherchais aussi.
vraiment une grosse différence graphique. Il y a toujours la patte de Obata qui transparaît derrière et qui transcende les dessins, quoi. Ouais, donc voilà, parce que Excellent dessinateur. Et puis, il s'est bien varié ses personnages. ouais, ils sont tous très bien. D'ailleurs, c'est marrant parce que dans un des tomes, je ne retrouve plus le truc, mais le scénariste, au départ, voulait faire les dessins lui-même, mais il avait montré une planche et c'était quand même, on va dire, beaucoup moins réussi, pour rester poli. On voit que le type, il est très bon en scénario, hein, je veux dire, j'ai beaucoup aimé le scénario, mais on voit que niveau dessin, c'était pas vraiment ça. Et donc, du coup, il a demandé à Obata de faire ses dessins pour lui, Ok. et la différence est assez, est assez délirante, quoi. Ah ben voilà, je l'ai ici d'ailleurs, j'ai retrouvé. Franchement, ça change beaucoup, quoi. Je veux dire, je suis content qu'Obata ait accepté, parce que sinon, je suis pas sûr que j'aurais lu, parce que le dessin aurait pas été top, quoi. Mais donc voilà, franchement, pour les fans d'Obata, je pense que, et voilà, faut pas une œuvre non plus qu'il faut trop se prendre la tête, même s'il y a quand même une histoire un peu glauque derrière, mais voilà, c'est sympathique, dirons-nous. Eh ben, c'est Voilà. entendu. Et vous, Mizumi, c'est quoi votre recommandation? Grand fan, juste pour rebondir, faire la transition, un grand fan de Takeshi Obata que je suis, j'achèterai les 3 tomes. Je sais qu'il y a un petit coffret qui les réunit. Oui, je l'ai acheté 20€. C'est celui que j'ai eu. C'est le coffret dont on a parlé. Sinon, moi, ma recommandation, j'en avais fait déjà la recommandation dans un précédent podcast pour la saison 1, donc ceux qui nous ont écoutés vont peut-être deviner. Ce serait Assassination Classroom saison 2, que j'ai fini la semaine dernière. Et baf. Je m'étais fait spoiler la fin, que je ne vais pas vous raconter. Hein. Je me suis fait spoiler la fin, le dénouement de l'histoire, je me suis fait spoiler, mais je me suis quand même régalé avec la fin. Et toute la saison 2 complète d'ailleurs. Assassination Classroom, pour ceux qui n'ont jamais entendu, bon, on l'est connu quand même, hein, c'est ça. Base et qui est connu dans le monde du manga et de l'animation. Mais l'histoire raconte celle de Koro Sensei, donc un poulpe qui devient l'enseignant d'une classe, c'est les rebuts de l'établissement, quoi, la classe E, Igumi, et en fait il décide de leur enseigner tout ce qu'il sait, toutes les matières importantes au programme, etc. Par contre, ils ont une mission, c'est de l'assassiner avant la fin de l'année. Eh bien, De détruire la Terre avant la fin de l'année scolaire, la fin de l'année scolaire. Donc ils ont quelques mois pour ça. Et du coup, des liens se tissent entre les élèves, des liens se tissent entre le professeur et les élèves. Il se trouve que ce personnage-là, Koro Sensei, le fameux poulpe, c'est un personnage qui aborde des thèmes vraiment très matures, très adultes même, j'ai envie de dire. Et on a 2 faciès de Koro Sensei dans cette œuvre, et notamment dans la saison 2, où on lui découvre un autre visage encore, un 3e. Mais pour revenir sur les termes qui sont abordés, sérieux et profond, chemin entre pédagogie façon Koro Sensei, qui est, on va dire, professeur, et Koro Sensei plus gag character, si je puis dire comme ça. Et le fait est que des thèmes très sérieux peuvent très bien passer à tout public, et c'est toujours marrant à suivre, quoi. C'est profond et marrant à suivre. L'humour est omniprésent. Les valeurs transmises, je vais exprimer ça. Les valeurs transmises, en fait, elles sont à la fois transmises aux élèves et à la fois aux lecteurs, comme si nous-mêmes on faisait partie de la classe, comme si on faisait partie intégrante de la classe. C'est assez fabuleux à suivre, je trouve. Enfin, moi, je l'ai perdu avec cette saison 2. Le concept, c'est mené, mais d'une main de maître, quoi. Je me suis régalé. C'est que du coup, je place Koro Sensei numéro 2 de tous les personnages que j'ai pu voir dans des œuvres manga et animées confondues, quoi. eh bien, Donc, vraiment, ouais, ce personnage-là, c'est en larmes, c'était magnifique. Et waouh, j'ai pris une grosse claque dans la gueule. C'était génial. waouh. Ben, je suis assez d'accord avec lui, hein, donc j'appuie cette recommandation avec force et tentacule. Parce que franchement, c'est un des meilleurs animes que j'ai vu récent, je veux dire. Donc, mis à part Dragon Ball, Sensei, enfin les anciens, je veux dire. Évidemment, ouais. Franchement, c'était. Et surtout la saison 2 est vraiment. La saison 1 est déjà pas mal, mais alors la 2,
c'est au-dessus, quoi, encore. J'ai envie de vous dire, on va déborder, hein, ceux que ça intéresse moyennement, bon, peuvent avancer le podcast ou quoi, mais les personnages, il y en a certains qui au début, je me souviens de Beach Sensei, une professeure un peu bimbo qui arrive pour enseigner aux élèves, en fait, c'est une tueuse, elle est engagée elle aussi pour tuer Koro Sensei, bon, elle se fail, forcément, c'est l'archétype de la bombasse des films d'espionnage, d'action, etc., quoi. C'est un peu la James Bond girl, en fait, du truc, et au début, moi je la trouvais insupportable, et à la fin, elle est touchante. C'est un personnage féminin qui apporte beaucoup aux élèves, et à l'humour et au scénario. Non, franchement, quand ils passent au contact de Koro Sensei, au départ, ils sont ce qu'ils sont. C'est une classe, tout ce qui est le plus classique, hein, la classe Igumi, la classe E, avec l'intello, le personnage efféminé, la brute, enfin le gang de brute, la fille un peu gothique, enfin il y a tous ces personnages-là, la fille un peu trollée, celle qui troll les autres, enfin il y a tout un tas de personnalités dans cette classe. Ils paraissent tout à fait clichés, les personnages, en fait, c'est parce que ils ont chacun leur vécu, etc. Et lorsqu'on apprend à les découvrir par le biais de Koro Sensei, qui lui est très attaché à sa classe et à ses élèves, et qui cherche à faire transparaître d'eux le meilleur, c'est là qu'en fait les personnages deviennent intéressants, quand ils ont appris de Koro Sensei et qu'en fait ils se transcendent. Et là on se rend compte qu'ils sont tous intéressants, ou en tout cas pour une grande partie d'entre eux, quoi. Il y a des personnages, je ne vais pas citer les noms parce que pour ceux qui ne connaissent pas, ça ne leur dira rien, mais aussi quelques-unes, Kayano par exemple, une des filles de la classe, ni chaud ni froid, à la fin, une fois que Koro Sensei l'a découverte, une fois qu'il lui a appris tout ce qu'il a pu lui apprendre sans spoiler, bien sûr, je suis obligé de rester lointain dans mes explications, mais voilà, dès que les personnages sont passés entre les tentacules, si je puis dire, de Koro Sensei, ils deviennent vachement plus intéressants. Menés d'une main d'une plus de maître, quoi. C'est génial, c'est génial. Je me suis régalé. Waouh. Mais oui, c'est clair. Mais il faut dire que Yusui Matsui, donc le mangaka à l'origine, a fait ça très bien. Je veux dire, c'est franchement, même dans le manga que je suis occupé à acheter actuellement, en fait, on en voit plus dans le manga que dans l'anime. C'est assez étonnant, mais surprenant. D'habitude, c'est le contraire, mais là, non. Pardon, Lerch a décidé de pas tout mettre. Mais donc voilà, donc on voit vraiment que le mangaka a fait ça à la perfection. Je veux dire, je connaissais pas ce mangaka qui a un style très épuré, très simple, mais qui arrive quand même à projeter des émotions enfin, c'est intéressant vraiment, je veux dire, malgré tout, quoi. Donc, et franchement, ok. Voilà. Et pour revenir à l'anime, je pense que le seiyuu de Koro Sensei, donc Jun Fukuyama, voilà, je me confonds toujours. Il porte vraiment beaucoup d'anime à force de ses bras, quoi, je veux dire, enfin à force de sa voix surtout, parce qu'il voice Koro Sensei d'une manière, mais c'est magistral, je veux dire. Il fait tout le personnage quasiment, je veux dire. Bon, l'air je fais beaucoup dans l'animation parce que c'est très dynamique aussi, mais lui-même, c'est une grande découverte aussi de l'anime. Ce type est franchement excellent, quoi, je veux dire. On l'a vu en live d'une vidéo que Mizu m'a envoyée. Il te fait les lignes qu'il connaît pas du tout, hein, mais en live, et c'est parfait, quoi. C'est incroyable, quoi. Et il y a beaucoup d'improvisation de la part des seiyuu, c'est dans le petit livret qui est ce que j'ai acheté le coffret DVD. Oui, je m'avais montré ça. Mais Jun Fukuyama et d'autres seiyuu de l'équipe nous disent dans ce livret que finalement il y a beaucoup d'impro, c'est-à-dire qu'ils avaient encore du temps de parole parce que les bouches bougeaient encore, et le directeur disait bah, allez-y, balancez des trucs, on s'en fout, faites-vous plaisir. C'est fou ça. Et du coup, il y a de l'humour. Je me demande si ça se fait souvent, ça. Je suis pas sûr, hein, mais dans la scène de fin qui est à pleurer, il y a encore de l'humour. En fait, on est entre larmes et rire, on se dit putain mais il est con ce poulpe. Et du coup, on sait plus, c'est génial. C'est bourré de clins d'œil, il y a beaucoup de shonen neketsu, il y a du One Piece, du Naruto, du Dragon Ball, il y a même du Dragon Quest pour ceux qui sont fans. Il y a de tout, l'attaque des titans, enfin, Kyojin, moi qui suis un grand fan, j'ai repéré des clins d'œil un peu à gauche à droite. Il parle même d'un de mes mangaka préférés, Shigeru Mizuki, l'auteur de Nononba, Opération Mort, Kitaro le Repoussant. Voilà, il y a plein de trucs. On voit que Yusui Matsui est très cultivé sur les autres mangas, je veux dire, parce que pour mettre toutes ces références, il faut les connaître forcément. Et on voit que le type, il est super cultivé, quoi. C'est ses collègues, en fait. C'est ses collègues et ses prédécesseurs, donc indirectement, c'est son métier, quoi. Ah oui. Ouais, bah bon, tout le monde ne fait pas ça, je veux dire. Il fait très bien. Il fait ça très bien, oui. Franchement, et l'anime le transmet très bien aussi, quoi, je veux dire.
D'ailleurs, Lerch, je connaissais pas ce studio d'animation, mais au top. Lerch Quoi, fait un très bon taf, ouais. voilà quoi. J'ai vraiment marré. Les BGM sont sympas aussi. C'est Ouais, excellent. c'est Ouais. très drôle, très léger et très profond quand il faut que ce soit très profond, très dynamique quand il faut que ce soit dynamique. C'est adapté en fait. Ça tombe à point nommé. Exactement. C'est celui qui pose les BGM aussi, il fait ça très bien quoi. Parce que c'est important de bien poser les BGM. Ah, ça, c'est clair. Remember Dragon Ball Kai, hein. Oh, oui. Il y a de quoi Autre chose, dire. les openings sont chantés par la classe. Ouais, ça c'est chouette aussi ça. C'est dynamique, c'est marrant, c'est fun, les paroles sont drôles, c'est parfois profond. Même la musique de fin, écoutez, si vous ne c'est pas une larme avec la musique de fin. Elle est triste, hein. Voilà. Et le texte, je l'ai relu, j'avais les larmes aux yeux. Je me suis dit, merde, John, que tu as vu la fin, tu connais le dénouement, tu relis juste la chanson, oh, le texte est. Ouais, non, franchement, ils ont fait tout à la perfection. Je veux dire, moi je suis. Il y a quelques longueurs quand même de temps à autre. Hein. Ouais, mais oui, à un moment, c'est vrai que pendant les examens, je pense, où ça. Ouais, c'est un peu mou, quoi, je veux dire, mais sinon, C'est rarement ça ennuyeux. figure dans mon top 5 de mes animés préférés. Quoi. Bah, clairement, moi aussi. Rien que Ça va ça. dire. Ah, bah, dis donc, ça a l'air d'être fabuleux. Bah oui. Ouais, Regarde ça, non, mais Charles. j'entends, ça donne envie. Je pense que je vais peut-être essayer de m'y mettre aussi. Voilà. Ok, Sinon, ok. Charnal, que t'as une recommandation à faire, moi, je non pense qu'on va sauter ma recommandation parce que là, je pense qu'on a un petit peu trop débordé. Donc, du coup, bah, ça sera pour la J'avoue qu'on prochaine a un peu fois. craqué. Il n'y a pas de souci. Bon, bah écoutez, j'espère que vous avez eu du plaisir de nous écouter. Et puis, bah, nous, on se donne rendez-vous. Donc là, on va essayer pour la fin du mois, si possible. Et puis, ou sinon, ça sera au mois de février. Voilà, voilà. Bon, bah écoutez, à bientôt. Au revoir. Allez, Allez, ciao ciao. tout le monde. Salut.